Aujourd'hui, il faut avoir vraiment beaucoup d'excuses pour pas lancer quelque chose parce que la barrière, elle est très basse. T'as Legal Place pour monter la structure quand ça marche, t'as la pub, t'as les landing pages, et aujourd'hui t'as le no-code. Enfin, même une partie du produit, tu peux le construire très vite sans être développeur. Beaucoup de gens se lancent pas pour des raisons très psychologiques. Ils attendent le meilleur moment. Et le meilleur moment, c'est sans doute maintenant parce que les intérêts composés, c'est une question de temps. Si c'est pas la bonne idée, c'est pas grave, tu auras appris, tu auras mis un pied dedans. C'est la dynamique que tu as créée qui va te ramener vers toi la bonne idée. Quand tu passes à l'action, tu as des opportunités que tu ramènes par magnétisme à toi. Et cette première action, c'est la plus dure. Le capital est taxé beaucoup moins que le travail des salariés qui touchent moins que ceux qui ont le capital. Les gens ne comprennent pas encore ça parce que l'éducation financière en France est très limitée. Salut Rassem. Hello Alec. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Eh ben écoute, excellente forme. Très content de t'avoir sur le plateau du podcast Le Déclic. Content aussi. On va essayer encore une fois de faire une masterclass du coup. Ok. C'est pas la première fois que tu fais cet exercice justement. On te voit de plus en plus sur les réseaux, on va en parler et je vais te présenter très rapidement. T'es né à Oran, en Algérie. Tu es arrivé en France en 2009 pour poursuivre tes études. Tu as fait des études à l'université de Cambridge, également à Central Supélec. Tu avais aussi fondé Creative Factory en parallèle de tes études, donc une agence de stratégie numérique qui propose des services de conseil, de conception de sites web et de développement à ce moment-là. Aujourd'hui, tu es le CEO et cofondateur de Legal Place, l'outil de gestion administrative pour les TPE et PME, avec une seule mission, simplifier la vie des entrepreneurs. En seulement quelques années, Legal Place a connu une croissance fulgurante, juste impressionnante, passant de 0 à 200 collaborateurs en 3 ans seulement. Plus de 300 000 entreprises ont déjà fait confiance à Legal Place, intégrant maintenant plus de 6% de toutes les nouvelles entreprises en France. Récente levée de fonds également de 20 millions d'euros. Et aussi, comme je le disais tout à l'heure, tu es extrêmement présent sur les réseaux sociaux avec plus de 130 000 abonnés cumulés sur tes différents réseaux. Et une présence justement pour promouvoir l'entrepreneuriat en France, parler d'entrepreneuriat, parler de Legal Place et de votre mission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et justement, ma première question, c'est penses-tu que ton enfance ou ton démarrage dans la vie a eu un impact dans ton évolution entrepreneuriale, la personne que tu es? Et si oui, quels sont selon toi les moments clés qui ont créé vraiment ce déclic dans ta vie et qui ont fait que tu as aujourd'hui dédié ton existence, non pas juste à être entrepreneur, mais à aider les entrepreneurs? Pas peut-être enfance, mais peut-être adolescence, tu vois. J'avais à l'époque beaucoup de temps de présence sur des forums, sur Internet, donc c'était un peu les débuts, et c'était fascinant de ce qu'on pouvait faire depuis sa chambre en étant ado. Et je pense que ça a beaucoup contribué à ma sensibilité à l'entrepreneuriat parce que je voyais les gens se lancer devant mes yeux, constituer des équipes, parler de leurs projets, le pitcher, etc. sur Internet. Ça communiquait beaucoup via des blogs, via des forums. Et c'est vrai, ça te met tout de suite dans l'ambiance alors que tu es encore très jeune. Et dès cet instant-là, je m'imaginais dans ce monde-là, quoi. Je me projetais en disant, je vais peut-être avoir des diplômes, ça sera pour faire plaisir à tout le monde, mais la voie est claire pour moi. Et c'était clairement une envie très très tôt qui est arrivée, quoi. Donc ouais, c'est lié à l'adolescence quand même. Et ça a un peu façonné ma vision de ce que je voulais faire par la suite, quoi. D'accord. C'était l'idée d'accomplir quelque chose ou de pouvoir avoir une certaine liberté ou un impact? C'est dur à dire, mais déjà c'était inspirant de voir les gens faire quelque chose de zéro qui se matérialisait, qui devenait un produit, un site ou quoi. Il n'y avait pas d'application à l'époque encore, c'était des sites. Des projets, tu voyais des équipes se monter, donc c'était aussi inspirant de voir des gens mobiliser et fédérer d'autres personnes autour d'un projet, d'une vision. Et donc très vite j'avais commencé à moi-même tester ça, donc j'ai essayé de lancer des choses, à rassembler des gens autour de projets, etc. Et c'est vrai que c'est soit construire quelque chose avec une équipe et pas forcément seul, donc j'étais pas très orienté solo entrepreneur ou freelance, c'était vraiment une vision de construire une équipe qui elle-même va achieve quelque chose, tu vois, va réaliser un projet. Donc il y avait aussi le côté bâtir une tech, le côté ingénieur qui était un peu déjà présent dans le sens où si la tech pouvait régler des problèmes, j'étais hyper chaud pour pouvoir l'utiliser à des finalités de régler des problèmes. Mais les entrepreneurs, c'était la cible que je connaissais le mieux, à laquelle j'étais le plus sensible. Donc l'idéal pour moi, c'était un projet qui touche cette population. J'aurais pu lancer autre chose, mais il y avait un alignement des étoiles parce qu'il y avait de la technologie dans Legal Place,
des entrepreneurs comme cible. Et c'était un projet pas solo entrepreneur, mais vraiment, il fallait une équipe d'ingénieurs, de commerciaux, de marketeurs, etc. Donc, de juristes, naturellement. Ouais. Donc c'était, pour moi, il y avait un alignement parfait des étoiles, quoi. C'est super intéressant ça, justement. Donc tu te dis, il y a un alignement parfait, j'ai mon idée, j'ai mon envie, je vais aller dans cette direction. C'est quoi les premières étapes de la création de Legal Place, et notamment comment tu as constitué par exemple ton équipe, le produit, la réflexion, toutes ces phases au final où aujourd'hui on se dit c'est une évidence quand tu vois le site, quand tu vois le produit, quand tu vois l'ampleur, mais finalement quand il n'y a encore rien et que tu es face à un désert comme ça et tout doit être créé, c'est moins évident. Oui, la feuille blanche. Ouais. L'équipe, c'est la première chose parce que je ne voulais pas le lancer seul. Donc, tu as toujours besoin d'un développeur, tu as toujours besoin d'un peu de marketing. Je savais faire un peu de marketing à l'époque parce que je faisais un peu de conseil en marketing avant. Et il se trouve que, comme j'avais fait une aventure avant, j'avais déjà des contacts avec des gens avec qui j'ai déjà bossé, j'ai déjà construit des choses avec eux. Donc, je ne partais pas de zéro en carnet d'adresses, quoi. Je partais avec des gens dont je savais la qualité, dont je savais la créativité, leurs forces, leurs faiblesses, etc. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à puiser un peu dans les anciens collègues avec qui j'ai pu être, avec qui j'ai pu échanger. Ça peut être des freelances ou parfois des clients, enfin, c'était large. Mais il y avait déjà un réseau qui était dû au fait que j'avais commencé tôt. J'avais commencé tôt, c'est-à-dire quand j'étais étudiant, et donc ça m'a laissé le temps de bosser avec beaucoup de gens de différents métiers. Et donc finalement, quand tu arrives, il n'y a pas de feuille blanche tant que ça parce que tu as déjà des noms en tête. Donc tu vas leur parler, tu leur proposes l'idée. Certains sont en leur vie, ils ont des obligations, ils ont une famille, donc ils doivent assurer. D'autres sont étudiants encore, donc est-ce qu'ils quittent ? Il se trouve que le premier développeur de Legal Place a quitté ses études pour la boîte. Comment tu convaincs les parents ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils ne sont pas contents parce que c'est un jeune qui vient lui dire « Viens, tu quittes pour te lancer avec moi » et l'importance des diplômes, elle est toujours présente. Donc, comment défendre ça ? Et donc, tu vois, tu composes. Et il se trouve que j'ai eu pas mal de chance parce que les gens avec qui je voulais bosser étaient dispo, à chaque fois pour des raisons différentes. Et donc, l'alignement des étoiles dont je parle, il concerne aussi l'équipe. Ouais. Donc, je me suis dit, l'idée me va très bien. L'équipe, c'est ceux avec qui j'ai envie de bosser. J'ai envie de passer du temps, j'ai envie de discuter, de rigoler et de souffrir surtout. Et donc, je me suis dit, je ne peux pas rater ça, quoi. Tout est là, donc si je rate, c'est ma faute, quoi, tu vois. C'était un peu l'état d'esprit. C'est drôle, tu dis, j'ai envie de souffrir surtout avec eux. Tu penses que pour une réussite entrepreneuriale aussi fulgurante que celle que vous vivez en ce moment, il y a des phases de turbulence et des phases de chaos où on va souffrir, c'est inévitable ? C'est inévitable, même si on ne sait pas forcément tout. Encore, on le sait théoriquement. Beaucoup de gens nous disent dans des vidéos, dans des blogs, dans Twitter que la souffrance fait partie du game. No pain, no gain, quand ils disent. Mais tu l'as pas vraiment vécu, donc tu le sais pas trop. Quand tu fais de la prestation de service, du freelancing ou du conseil, c'est un peu moins évident parce que tu souffres un peu au début pour avoir tes clients. C'est vrai. Tu as la peur au ventre parce que tu te dis je plonge dans le vide, j'ai pas de clients. Une fois que tu as tes premiers clients, ça te sécurise vachement parce que ça te donne la confiance. Mais tu as cette souffrance au début, et surtout après, si tu travailles bien, tu as du bouche à oreille, donc ça commence à... Mais quand tu as un produit, tu attends qu'il y ait du chiffre d'affaires, tu vas recruter souvent avant qu'il y ait du chiffre d'affaires, donc tu vas dépenser, tu vas essayer de lever un peu d'argent, donc tu sais pas... Donc en fait, la souffrance, elle est différente parce que c'est beaucoup moins évident. Le lien entre ton service et l'argent, il est beaucoup moins direct, parce que... en freelance, le mec te paye un peu en avance, il te paye après, et donc t'as pas besoin que ça marche t'as pas besoin que ton idée soit bonne pour que l'argent rentre. Quand tu lances un produit en service, tu dois attendre que les clients arrivent. Est-ce qu'ils vont te payer le prix que tu as affiché ? Est-ce que le prix couvre les coûts, etc. Donc il y a beaucoup d'éléments d'inconnus pour que le modèle marche. Et donc t'as des traversées du désert, etc. Et c'est important avec tes associés, qu'il y ait des associés déjà pour supporter ce passage de désert. Et c'est important que tu kiffes passer du temps libre avec eux parce que c'est beaucoup plus facile de souffrir avec des gens avec qui tu as créé un lien fort qu'avec des gens froids, tu n'as pas de relation avec eux, tu n'as aucune affinité personnelle avec eux, etc. Ça rend l'aventure plus dure à supporter en fait. Mais oui, la souffrance, elle est toujours là et elle est là à plusieurs étapes. C'est que tu crois à chaque fois que tu passes de 0 à 1 million, c'est bon, we made it, bravo, la suite, on a de l'argent donc on peut. Mais en fait, même quand tu passes de 1 à 10, tu as l'impression que t'as tué le game. Et à chaque fois où tu as l'impression que c'est bon, tu
t'es à l'abri, entre guillemets, de souffrance. T'as des souffrances, mais pour des raisons différentes, tu vois. Genre, tu peux souffrir parce que t'as l'impression que t'as un plateau, ou parce que t'as une partie du business qui est plus fragile qu'avant, parce que tu l'as un peu délaissé, etc. Donc, finalement, t'as beaucoup plus de problèmes qu'avant. Donc, ta charge mentale, elle prend plus cher, parce qu'avant, t'avais un petit service, quelques clients, tu faisais que 100 000 ou que 200 000, mais le nombre de problèmes était très limité. Après, t'as beaucoup plus de moyens, mais avec 10 fois plus de problèmes, tu vois. Et même quand tu lèves et que l'argent est sur le compte, s'il n'y a pas de croissance dans les premiers mois, parce que ta thèse de mettre de l'argent sur tel marketing, elle ne marche pas, c'est un stress énorme. Comment te justifier? Est-ce que c'est de l'argent perdu? Tu as donné des parts, entre guillemets, contre ce capital qui est arrivé, mais tu es en train de le dilapider. Donc les stress sont différents, mais ils sont toujours là et à chaque étape, en fait, tu vois. Ouais, c'est hyper intéressant. Dans l'entrepreneuriat, d'ailleurs, l'entrepreneuriat est de plus en plus à la mode. Beaucoup de gens veulent se lancer. Tu parlais avant de freelance, tu parlais avant de soloprenariat, il y en a énormément également. C'est même presque le freelancing, c'est presque une nouvelle façon de faire du salariat, si on veut, en tout cas beaucoup plus libre. Et après, tu peux passer sur un modèle plus agent, structuré, entrepreneur, etc. Mais en tout cas, avec toutes les informations, toutes les choses, les podcasts, les livres et autres, aujourd'hui, les barrières à l'entrée sont devenues beaucoup plus accessibles. Et dans ton cas, tu as fait de grandes études dans les meilleures universités du monde. Qu'est-ce que tu en retires aujourd'hui et que tu as pu appliquer concrètement à l'entrepreneuriat, et dans quelle mesure ça t'a aidé, parce qu'il y a souvent ce clivage de ça sert à quelque chose ou pas? Exactement, tu vois. Très bonne question. C'est très dur. Moi, je gagnais de l'argent quand j'étais étudiant, suffisamment, plus que le salaire que j'aurais eu en sortant de Central Supélec ou de Cambridge. Donc, j'étais plus dans le diplôme pour avoir un job, j'étais pour le diplôme. Donc, bien sûr, je me suis posé plein de questions. Est-ce que je reste? Est-ce que je quitte? J'ai eu des propositions, notamment de Drivey. À l'époque, c'était naissant. Le founder m'avait proposé de le rejoindre en associé. Donc, j'avais hésité, mais je me disais, je suis encore étudiant, je ne vais pas le faire. Et c'est très dur de savoir aujourd'hui, est-ce que ça a vraiment eu un impact ou pas? C'est très dur parce que déjà, l'entrepreneuriat à l'époque, donc je parle dans les débuts des années 2010, jusqu'à je pense très récemment, c'était pas la mode. Donc en fait, tu rêvais pas en étant dans une grande école de faire une boîte. Tu rêvais plutôt il y avait la période Goldman Sachs et toute la partie M&A ou finance ou trading, etc. Il y avait des tendances, tu vois. Et puis il y avait la tendance à un moment McKinsey, conseil en stratégie. Et ensuite, il y avait la tendance un peu tech, mais big tech, Google, etc. Mais dans toutes ces vagues, dans les vagues que je cite, l'entrepreneuriat est arrivé très très à la fin, en fait, tu vois, c'est très récent. Donc moi, les étudiants avec qui j'étais à l'époque, qui étaient très brillants, ne rêvaient pas d'être entrepreneur. Donc j'étais un peu seul dans ça. Donc je devais être inspiré un peu plus par les States, par ce qu'ils produisaient aux États-Unis, les Paul Graham, les Peter Thiel, etc. Et heureusement qu'il y avait ça. Mais en France, personne n'en parlait. Et donc les cours n'étaient pas du tout dédiés à former des entrepreneurs. Les intervenants, aujourd'hui moi j'interviens à Cambridge pour donner des cours d'entrepreneuriat. Quand j'étais là-bas, il y en avait très très peu. Et il y avait des gens de l'ancien monde de l'entrepreneuriat, tu vois, c'était pas vraiment de la tech. Ouais. Heureusement à Cambridge, j'avais l'événement qui s'appelait Silicon Comes to Cambridge, où tu as beaucoup de gros patrons de la Silicon qui viennent et qui font des conférences. Mais ça, c'est la proximité UK-US, tu vois, qu'on n'avait pas en France. Mais chez nous en France, on n'avait aucun intervenant, ni entrepreneur, ni tech, tu vois, c'était vraiment le vide. Alors que dans l'école où j'ai été, il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui avaient réussi, le Criteo, etc. Donc, je sais, parfois je me dis ça n'a pas servi à grand-chose pour moi, mais d'un autre côté, ça te donne un label. Et en France, ça marche beaucoup par les labels, tu vois. Quand tu te présentes et que les gens souvent te demandent de quelle école tu viens, ce qui est très bizarre parce que si tu te présentes à 23 ans, quand tu te demandes quelle école, ça fait sens parce que tu viens de finir ton école, tu vois. T'as pas autre chose. Mais quand tu as 30, ou 35, ou 40, ou 45, et qu'on parle encore de l'école, parfois 60, parfois tu es retraité, et dans un dîner, on te dit quelle école tu as fait, c'est très très français, tu vois. Tu dirais ça à un Allemand, il trouverait ça très bizarre. Et donc, ça marche comme ça en France. Ouais. Donc finalement, peut-être que ça, je peux pas nier que ça a joué à donner un peu plus de crédibilité. Quand tu vas chez des investisseurs qui sont VC, qui eux-mêmes ont fait des établissements comme ça, et qui fonctionnent beaucoup par... familiarité, genre ils sont familiers avec quelqu'un qui a fait les mêmes parcours qu'eux, ça les rassure. Alors si tu es de Versailles, que tu es blond, etc., c'est encore plus simple, mais tout ça c'est parce que c'est une ressemblance, tu vois, donc c'est quelle école il a fait, d'où il vient, etc.
il se trouve que c'est un écosystème qui, en France, marche comme ça. Et je pense même aux États-Unis, quand tu as fait Stanford, c'est sûr que c'est plus facile de lever parce que la marque de Stanford joue. Et c'est pour ça d'ailleurs que des gens rentrent à Stanford et sortent avant de finir parce qu'ils ont déjà le label. Ils n'ont pas besoin de faire 4 ou 5 ans. Ils se disent, j'ai été accepté à Stanford, c'est bon, j'ai le label. Maintenant, je suis sorti parce que je vais faire ma boîte. Et donc finalement, ils ont le meilleur des deux mondes. En France, je ne sais pas quelle perception on a de quelqu'un qui quitte ses études. Du coup, j'ai joué un peu la sécurité. Et le deuxième truc qui a servi, et c'est pas les cours, tu vois, à chaque fois, je parle ni de cours, ni de... Parce que les cours, vraiment, c'était pas orienté forcément pour des gens comme moi. Tu as les étudiants. Parce qu'en fait, bien sûr que quand ils vont avoir 30 ans, 35 ans, ils vont être avancés dans leur carrière. Donc, ils vont être partout dans les endroits qui comptent pour toi. Ça peut être dans des VC, ça peut être dans des CAC 40 où tu as besoin de faire des deals avec le CAC 40. Donc, si tu as été en école avec des gens et 20 ou 30 sont bien placés aujourd'hui, bah, c'est clair, ça t'ouvre des portes que si j'avais pas fait des études avec eux, peut-être ça m'ouvrirait pas. Donc, c'est ça qui sert le plus, en fait, tu vois. Ouais, complètement, je te rejoins. Et il y a un autre, pour rebondir sur les écoles, il y a un autre diplôme qui a énormément de valeur, c'est le diplôme de l'action, le diplôme du fait de faire. Et du coup, tu as eu plusieurs expériences entrepreneuriales, notamment Creative Factory. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience entrepreneuriale avec du recul et dans quelle mesure elle t'a appris, elle t'a fait grandir, elle t'a fait évoluer et elle a fait la personne que tu as été au moment où tu as voulu lancer Legal Place et qui peut-être c'était la genèse du Hassem d'aujourd'hui qui fait que tu as pu devenir l'entrepreneur que tu es? Ça a joué énormément et jusqu'aujourd'hui, j'avais sous-estimé ça parce que moi, quand je l'avais fait, c'était vraiment par besoin. Parce que je voulais pas forcément être freelance ou avoir une agence, je voulais avoir un produit, un service. C'était ça qui me faisait rêver. Mais le plus rapide pour moi de gagner de l'argent à l'époque, c'était ça. Quand j'étais étudiant, j'avais aucune bourse et pas de soutien financier de personne, donc j'étais obligé de trouver un moyen le plus rapide possible. Donc je savais faire 2-3 trucs. Je me suis dit, je peux vendre ça en tant que freelance. Et ça te fait vraiment un déblocage psychologique parce que quand tu gagnes ton argent aussi jeune, sans être salarié, ça te donne une confiance énorme dans le fait que tu n'as pas besoin d'être salarié, quelque part. Donc tu peux l'être si l'opportunité te plaît de ouf, tu vois. Si tu rêves d'être chez Tesla et que Tesla t'offre, peut-être tu y vas, mais c'est pas par sécurité de l'emploi que tu le fais. Et dès que tu débloques ça dans ta tête, c'est vrai que le monde des possibles, il est beaucoup plus large, tu vois. Donc dès que j'ai eu ça, j'avais une confiance que j'avais pas besoin forcément d'être salarié quelque part, que je pouvais donc lancer le plus vite possible une entreprise. Et ensuite, ça te fait rencontrer... Moi, mes clients étaient entrepreneurs. Donc en fait, j'ai rencontré énormément d'entrepreneurs qui, sans le savoir et sans le vouloir, vont t'inspirer. Parce qu'ils vont faire des choses qui te semblaient impossibles et tu dis « Ah, c'est possible de faire ça, regarde, lui, il le fait. Je le connais, je lui parle, je le vois physiquement. S'il le fait, je peux le faire aussi. » Donc ça te débloque beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est très limité par la pensée limitante, quoi. Tu vois, les limites qu'on a, c'est souvent nous qui nous les imposons à nous-mêmes. C'est en disant non, je peux pas faire ça, c'est trop dur, j'ai vu personne le faire. Comment est-ce que c'est possible? Tous ceux qui sont autour de moi font la même chose. Et donc ces pensées limitantes, pour les faire sauter, c'est très dur. Soit tu regardes des gens inspirants sur Internet, ce qui est top, tu vois. Et ça, c'est des gens comme toi qui contribuent à débloquer les gens quelque part. Mais ça n'a rien à voir avec voir quelqu'un en live. C'est ton pote, c'est ton camarade de classe, ou c'est un client, ou c'est un voisin, ou c'est un cousin. Et si tu le vois en live, la personne, tu as l'impression que tu peux largement le faire parce que cette personne que tu connais, qui est peut-être moins smart que toi pour toi, elle l'a fait. Donc si lui l'a fait et il est moins bon, c'est sûr que je peux le faire. Donc quand tu vois plein d'entrepreneurs qui réussissent, parce que c'est tes clients, et c'est ce que j'ai eu à cette époque-là, bah, ça te donne des contacts, bien sûr, qui ont des idées, ils te parlent de leurs idées, ils te proposent des idées eux-mêmes d'associations après, parce qu'ils ont kiffé j'ai eu plein d'opportunités d'associations que je n'ai pas prises, mais clairement, c'est un apport gigantesque, parce que c'est bon, tu sais ce que tu veux faire, tu sais ce que tu veux être, grâce à tes clients. Ouais. Ce qui est fou, tu vois. Avec qui j'ai des contacts jusqu'aujourd'hui, alors que j'avais 19 ans, 20 ans à l'époque, et aujourd'hui, certains sont on est plus gros que certains sont encore plus gros que nous, mais c'est toujours un plaisir de reparler avec eux, parce que c'est toujours inspirant les entrepreneurs, tu vois. Complètement d'accord. Il y a un point intéressant sur lequel je vais rebondir et après on va passer à Legal Place au global, la mission, la vision, la création et plein de choses. Tu dis, j'ai eu pas mal d'opportunités d'entrer au capital liées à tes clients, etc. Mais à chaque fois, j'ai dit non. Pourtant, à ce moment-là, tu as 19-20 ans, tu as potentiellement plein d'ambitions, des étoiles dans les yeux, des belles boîtes qui
peut-être tout leur capital et te sont proposés parce que tu connais telle personne, telle personne, telle personne, puis ils voient aussi ton potentiel. Aujourd'hui, réussir à faire la part des choses et réussir à dire non, c'est un talent pour les entrepreneurs parce que ça te défocus et souvent les entrepreneurs ne savent pas dire non. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as réussi à faire la part des choses à ce moment-là et ne pas justement succomber au chant des sirènes par rapport à certaines opportunités? Ouais, c'est le terme que j'allais dire. C'est vraiment un chant de sirène parce que quand tu as des gens qui sont beaucoup plus seniors que toi, qui ont réussi déjà, donc ils ont un track record et qui te proposent, ça te rassure tellement en te disant si je suis seul, je peux foirer, mais avec eux, les chances de réussite sont beaucoup plus élevées. Donc ça te donne vraiment beaucoup envie. Quand j'étais étudiant, j'avais refusé parce que en étant freelance, tu peux gagner ta vie, mais en étant entrepreneur, tu dois d'abord consommer de l'argent avant de réussir à en créer. Donc ça a fait que j'étais techniquement pas dans la mesure de dire ok, j'ai un matelas de côté, je vais le consommer au début comme toi tu le fais et jusqu'à ce que ça commence à marcher. Donc je refusais malgré moi en fait. Après c'était de refus parce que soit le projet est pas assez intéressant, il faut croire dans le projet, il faut que le projet te donne suffisamment envie pour que tu puisses souffrir comme on disait tout à l'heure tous les jours, te battre et te lever pour ce projet-là. Parce que le projet est une limite parfois même plus important que le potentiel de fortune qu'il peut créer ou de richesse ou de valeur, tu vois. Parce que tu sais que tu vas passer beaucoup plus de temps à traiter ce sujet-là et à réfléchir dessus que de profiter des dividendes qu'il va te faire après, tu vois. Tu vas peut-être profiter à faire des vacances, avoir du confort, acheter je ne sais quoi, mais ta vie, ce sera ce projet, quoi. C'est ça où tu vas consacrer le plus de temps. Donc s'il te plaît vraiment pas, c'est dur de te réveiller et de te battre tous les jours, tu vois. Donc il fallait que le projet soit vraiment intéressant et il fallait que l'équipe, tu choisis tes associés, tu vois. Et un des gros avantages d'entrepreneuriat, c'est que tu choisis les gens avec qui tu bosses. C'est un luxe très rare. En général, tu rejoins une équipe, elle est déjà constituée, tu t'adaptes, tu vois, tu fais avec. Là, c'est toi qui dis, ok, ce mec-là, je suis inspiré par lui ou je suis impressionné par lui ou en tout cas, j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il est ou ce qu'il fait. Ça serait fou que je travaille avec lui, par exemple, tu vois. Et donc, moi, je voulais toujours, dans la team, je me disais, est-ce que j'ai une admiration pour cette personne ? Et c'était un peu un filtre pour moi, en disant, ok, si j'ai une grosse admiration et en plus on fit d'un point de vue personnel, j'ai envie de passer du temps libre avec lui. Si je suis coincé 3 heures dans un aéroport avec lui, je serais pas mal, tu vois, je serais bien. C'était ça un peu les filtres, tu vois. C'est inconscient, maintenant je l'ai théorisé, mais en réalité, sur le moment, tu dis non, tu sais pas pourquoi tu as dit non, comme souvent, tu vois. Tu trouves des raisons, mais c'est jamais les vraies raisons. Mais derrière, il y a quelque chose tu te vois pas passer 8 heures par jour dans le même bureau avec lui, ou le projet n'est pas assez bon. Donc c'est les deux. Le projet devait être bien. C'est pour ça que je dis c'est un alignement d'étoiles, quoi. Ouais. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit non, mais c'est très dur de dire non, parce que tu as l'impression à chaque fois de rater quelque chose de gros. Je trouve que j'en ai raté quelques-unes qui ont marché, mais tu sais jamais. C'est une vie complètement différente que j'aurais vécue si j'avais choisi un... Tu peux jamais dire... c'est comme ne pas avoir acheté du Bitcoin quand il faisait $13. C'est une autre vie qu'on aurait eu, tu vois. Ouais. Mais t'en achètes un ou deux, tu te dis j'aurais dû acheter 50 ou 1000, mais c'est une autre vie. Donc je regarde jamais ça comme ça. Et ça m'aide à laisser passer des opportunités. Parce que je me dis jamais, je me fais pas cette torture de si j'avais fait ça. Je me dis surtout, j'aurais jamais fait ça. Parce que pas de fit, j'aurais pas supporté, etc. Donc si j'ai pas choisi, il y avait de bonnes raisons profondes, tu vois. Ouais. C'est avec le ventre que tu as réfléchi et pas forcément avec le cerveau. Et ça m'a permis de faire ce que j'ai fait aujourd'hui finalement, tu vois, de dire non à certains projets. Ok, complètement. Je rebondis juste sur un élément. Tu dis tout à l'heure, j'étais plus à ce moment-là solopreneur, freelance pour faire du cash flow, faire de l'argent. Parce que lorsque tu es entrepreneur, d'abord tu dois cramer du cash et puis ensuite tu peux créer de la valeur. Oui. Selon toi, de ton expérience, ta perception de l'entrepreneuriat, etc., t'es plus du coup de la famille levée de fonds, cramer du cash. Plutôt que bootstrap, où il y a un monde dans lequel les deux peuvent se marier et on peut évoluer sainement. C'est deux extrêmes, tu vois. Ouais. Tu as les vrais bootstrappés de zéro, tu as des faux bootstrappés parce qu'ils ont eu de l'argent de la famille et parfois c'est des centaines de milliers, donc on n'a pas tous forcément les mêmes... on part pas d'une même case, quoi. Et tu as les mecs qui ont besoin de cramer pendant très 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 longtemps et leur seule sortie, c'est vraiment de vendre. Ils peuvent pas avoir une boîte rentable, tu vois. Les Luco, par exemple, pour devenir rentable, ils auraient dû attendre très 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 longtemps, donc le temps d'avoir plusieurs événements majeurs comme la crise d'aujourd'hui, tu vois, et donc mourir avant d'y arriver. Donc ça, c'est les deux extrêmes. En réalité, la majorité des projets, je pense, c'est un peu entre les deux, parce que bootstrapper à 100%,
c'est une chance énorme. Il faut vraiment que tout se passe très très bien, exactement, tout soit aligné. L'idée, elle génère du cash. Il se trouve que tu fais des économies parce que tu connais des gens qui t'ont aidé. Toi-même, tu sais faire du dev et du je sais pas quoi, ou tu as un associé qui sait faire et donc vous avez zéro besoin de trucs. Donc c'est une bonne et c'est plus lent. En vrai, ce que les gens ne disent pas, c'est qu'il faut assumer que ça soit lent. Complètement. Parce que c'est les fonds propres, tu vois. Si t'es lent, c'est quoi le problème? Tu me diras, en fait, il y a plein de problèmes quand t'es lent. C'est en général, t'as des gens très ambitieux avec toi qui veulent très vite arriver à quelque chose. Et donc, si ça prend 10 ans au lieu de 3, tout le monde préfère 3, tu vois. Deuxième chose, c'est que t'as le temps que les concurrents viennent. Parce que y a des concurrents n'attendent pas forcément que tu bootstrap ton truc. Ils vont arriver peut-être avec du cash. Parce que dès que ça marche, c'est assez visible pour tout le monde. Des cerveaux vont commencer à réfléchir sur cette question-là, tu vois. Aujourd'hui, même avant que ça marche, tu as 4-5 bonnes équipes qui travaillent sur un sujet tellement les gens font de l'entrepreneuriat. Donc parfois, c'est un peu risqué d'attendre. C'est pour ça que je dis que c'est une chance, parce que ça veut dire que personne n'a fait gaffe. Tu as été tranquille dans ton coin à développer lentement parce que tu n'avais pas suffisamment de cash. Donc tu as gardé 100% peut-être de ta boîte ou je ne sais pas combien. Et donc c'est vraiment, il y a beaucoup de choses qui doivent s'aligner pour que ça marche. Tu vois. Donc parfois, un peu de cash nécessaire. Nous, on est très cash efficient dans le sens où on n'a pas levé énormément par rapport à notre taille d'aujourd'hui. Et on n'a pas été dans la survalorisation pour lever un max de cash. Tu vois. Donc je suis un peu entre les deux. Je suis très conscient de ce que le cash peut apporter. Il peut vraiment accélérer des choses. Mais on est toujours en mode, est-ce que je ne suis pas en mode je vais dépenser 1/10 du cash sur 10 projets. Et s'il y en a un qui marche, on est content. Et s'il y a 0, on a cramé, c'est pas grave. Tu vois. Nous, on est plutôt, c'est très précieux. On est skin in the game dans le sens où ça doit marcher. Et donc, on va pas faire 10 projets risqués. On va peut-être réfléchir beaucoup avant de lancer, tester beaucoup, mettre le minimum de cash possible sur quelque chose, lancer en ligne avec des produits très basiques qui limite sont. Souvent, on va investir après qu'il y ait des preuves de réussite. Tu vois. On lance des projets avec très peu de tech. On voit ce que ça donne. Si la demande est là, si les clients sont contents du service, on commence à construire. C'est très dur parce que tu te rentres dans des chaos opérationnels de ouf. Et ça, on en a tout le temps. Surtout quand tu as du volume. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de volume. Donc quand ça marche, c'est que exact. Quand ça marche, en général, tu ne freines pas le marketing. Tu dis juste travaillons plus vite pour construire la tech. Et donc, tu rentres c'est l'incendie. Donc, les gens sont fatigués. Tu es en train de construire ton parachute en tombant. En tombant, exactement. Donc, ça, on le fait beaucoup. Donc, ça a un prix. Mais au final, l'efficience de combien d'argent tu as mis et combien ça a transformé en valeur est très bonne. Et ça nous a donné raison parce que les conditions du marché d'aujourd'hui, finalement, récompense les gens comme nous. Parce que aujourd'hui, les investisseurs vont regarder combien de cash tu as brûlé et combien de chiffres tu fais et font le ratio. Ils disent OK, c'est efficient. Parce que le cash est cher. Quand le cash n'est pas cher, mais c'est très limité dans le temps, là, c'est l'inverse. Tu racontes une belle histoire, tu ramènes énormément de cash et après, tu pries pour que tu convertis tout ce cash en vraie valeur. Et quand ça marche pas, tu rentres dans des cercles vicieux très durs, tu vois, parce que tous les gens à qui tu as donné des actions, tu leur as donné sur des valeurs très grosses et là la valeur elle est plus petite, donc ça n'a plus de valeur pour eux, ils doivent partir, tu dois renouveler tout le management. Les investisseurs, quand tu vends, ils se servent avant toi, donc en fait tu te fais diluer énormément parce que tu as signé des clauses où tu dois d'abord retourner leur argent avant de te servir toi, donc si ta valeur est beaucoup plus petite que celle de la levée, tu perds énormément, donc ça rentre il y a des problèmes qui naissent de ça, qui te polluent ta vie quotidienne, tu vois. Donc il se trouve que là, on est dans la crise, mais une crise, ça arrive régulièrement, tu vois, c'est une fois tous les 10-15 ans. Donc si ta boîte, elle vit 3-4 ans seulement et tu la vends au bout de 4 ans pendant le bull market, c'est très bien, tu as de la chance. Tu peux survaloriser, cramer du cash et la vendre. Mais si tu tombes sur la période crise, parce que c'est une boîte, c'est 7 ans, 8 ans et pas moins, tu as beaucoup de chances de tomber sur un bear market, tu vois. Ouais. Et donc, je pense que c'est plus safe. Après, il y a des gens qui disent go big or go home, tu vois. Ils crament tout, si ça marche pas, ils sont pas malheureux. Ouais. C'est une psychologie particulière. C'est une autre philosophie, effectivement. Parlons de Legal Place, justement. La mission de Legal Place, c'est de simplifier la vie des entrepreneurs. Peux-tu justement nous éclairer sur l'origine de cette mission ? Est-ce qu'il y a un moment décisif ou une expérience personnelle qui t'a poussé à poursuivre cette voie et à créer Legal Place tel qu'il est aujourd'hui lorsque... on en parlait tout à l'heure rapidement, tu as la page blanche et tout, mais la genèse justement de l'idée et le fait que tu dises « Ok, c'est ça que je vais faire et spécifiquement ça et voici pourquoi ». En fait, l'idée n'est jamais très claire au début. Moi, j'ai vécu en étant
un peu du côté client parce que j'avais des besoins juridiques quand je faisais mon activité d'avant. Et j'avais vécu ça en mode, ok, je vais essayer de faire seul parce que je vais économiser, ce que je pense beaucoup d'entrepreneurs font. Ouais. Et pour trouver des choses qui t'aident sur Internet à faire seul, c'était encore très archaïque. Donc je me suis dit, la tech est là, elle est assez mature pour qu'il y ait des choses. C'est bizarre, il n'y a pas encore. Peut-être que le juridique... On est en quelle année à ce moment-là ? Ça, c'était quand je faisais l'entrepreneuriat au tout début, donc Ok. 2009, 2010, 2011. Cette période-là, j'ai expérimenté plusieurs besoins. Créer la boîte, la marque, le truc. Donc en fait, à un moment, tu expérimentes ce que mon futur client va expérimenter. Et tu te dis, comment ça se fait qu'il n'y a pas de solution qui existe ? Est-ce que c'est parce que c'est une mauvaise idée ? Souvent, c'est le cas. Quand quelque chose n'existe pas, c'est que c'est une mauvaise idée. Des gens ont essayé, mais ça n'a pas marché. Ou est-ce que c'est trop tôt et la tech n'est encore pas très mature, donc il n'y a pas de solution évidente. Il n'y a pas assez de gens qui ont réfléchi, ou les gens qui font de la tech n'aiment pas aller sur ces sujets-là parce que c'est des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Il y a du métier, du droit. Le droit, c'est pas du tout ce qu'ils aiment faire. Et ils ont trop peur du côté juridique. Tu vois, les techos en général, ils ont trop peur de cette partie-là. Donc, moi, je me suis dit, certainement, c'est un domaine qui n'est pas transformé en premier. C'est pas le truc par lequel ils commencent. Ils vont commencer par des choses qu'ils aiment. Donc, c'est normal qu'on soit encore early, entre guillemets, tu vois. Donc, c'était ça mon intuition. Et je me suis dit, la tech va permettre de plus en plus d'automatiser ce genre de choses. Et avec GPT-3 et 4, on est encore plus dans le futur que ce que j'aurais pu imaginer à l'époque, parce que je pensais que ça allait prendre 20 ans, en fait, tu vois. Que l'IA rentre dans ce domaine-là, j'y croyais pas encore. Et il se trouve que c'était une bonne idée, mais qu'il n'y avait pas assez de gens qui ont bossé dessus. C'était trop early, tu vois. Ouais. Pas assez d'ingénieurs, en tout cas. Les ingénieurs ils ont des goûts, ils ont des personnalités particulières, donc ils attaquent pas dans l'ordre que tu imagines toi. Ils ont un ordre particulier, donc c'est pour ça. Et donc c'est ça qui m'a amené à tester. Et pareil, on a testé, on a vu ce que ça donnait, on a investi très très peu. Quand le chiffre a commencé à rentrer, on s'est dit, ok, maintenant il faut vraiment qu'on automatise full le truc, quoi. Ouais, justement, quand tu dis on a testé, on a investi très très peu, c'était quoi le proof of concept de base ? Le premier proof of concept, c'était une landing page. Okay. C'est tout, tu vois. Et à l'époque, peu de gens faisaient ça. Mais on savait qu'au States, il y avait des gens qui faisaient 100 landing page et à la fin, ils se disaient, je lance ce business parce que les tests sont concluants. Ouais. Donc même s'il n'y a pas d'affinité, il a fait ses tests, etc. Donc nous, on s'est dit, on va faire ça. On a fait des landing pages sur plusieurs services juridiques, etc. Et on a ramené du trafic dessus. On a vu les taux de transfo, les prix que les gens pouvaient... Et surtout si les gens achetaient en ligne. T'imagines, c'était encore tôt, les gens ne pouvaient pas forcément s'imaginer acheter ce genre de service en ligne. Donc il faut aussi que les consommateurs évoluent, pas que... Parfois le marché n'existe pas parce que les gens n'ont pas évolué suffisamment. Et donc tu as des boîtes qui se lancent trop tôt et d'autres qui arrivent plus tard et ça marche plus tard, tu vois. Donc là, ça a confirmé parce que les gens étaient prêts. Ils cliquaient, au début il n'y avait pas de paiement, ils étaient énervés qu'il n'y ait pas de paiement. Donc on a rajouté le paiement, fake. Enfin, pas fake parce qu'il fallait mettre la carte, mais on remboursait tout de suite en disant qu'il y avait trop de demandes. Et jusqu'à ce qu'on ait des clients très vénères que le service ne soit pas délivré. Et donc là, on s'est dit, c'est bon, on peut le développer, tu vois. Donc ça, c'est la première version du proof of concept. Après, on a fait une version où vraiment il y avait une partie du service, mais c'était un peu manuel. C'était pas assez automatique, il y avait des gens qui bossaient. Et jusqu'à ce qu'on continue à l'automatiser. Toute cette phase-là, entre ces 3 phases, justement, ça a duré combien de temps, plus ou moins ? Ça a duré peut-être 6 mois, 1 an. J'ai plus en tête, mais c'était bootstrappé. Ouais. Là, c'était les founders qui travaillent. Il n'y a pas d'autre coup, à part les founders qui travaillent. AdWords, etc., c'était limité parce qu'on n'avait pas besoin de mettre 100 000 € de budget, tu vois. Et une fois que le cash commence à rentrer, on s'est dit traction, ça veut dire que ça nous facilite la partie levée, tu vois. Et à l'époque, il fallait encore avoir de la traction. C'était avant l'effervescence, c'était 2017. Donc c'était juste avant que... Donc voilà, la traction nous a permis d'aller voir des gens en disant « Ok, maintenant on a besoin de lever » pour plein de choses, notamment développer le produit, accélérer le marketing, etc. Gagner du temps, tu vois. Ouais. Commencer à se payer un peu, ce qu'il fallait se payer. Et donc c'est comme ça qu'on a réussi à lever la première. Ok. C'est super intéressant parce que justement, on donne un message aussi aux gens qui sont audacieux, qui osent, qui pensent avoir la bonne idée et qui veulent se lancer. Tu peux créer un legal place ou équivalent en termes de succès en partant d'une simple landing page avec la bonne équipe, avec la bonne idée et surtout beaucoup de travail, beaucoup de réflexion. Et tu évoques le fait que tu avais le timing parfait, le marché était présent, tous ces composantes qui font que finalement tu arrives à aboutir à un projet. Parce que
J'imagine que c'est ton quotidien, c'est votre quotidien. Quand on parle de 300 000 entreprises qui sont passées aujourd'hui par Legal Place, ça fait au moins autant d'entrepreneurs, si ce n'est plus, parce que souvent tu te lances avec un associé ou autre parfois. Oui. C'est donc énormément d'idées, etc. C'est énormément d'ambition, d'envie. Et parfois, justement, les gens n'osent pas passer à l'action pour plusieurs raisons, notamment parce que le coût d'opportunité, le coût aussi de créer, le coût d'avancer. Et ça, c'est un point sur lequel vous êtes parfaitement positionné également. C'est vrai que aujourd'hui, le coût peut être très très bas parce que tu as aussi le no-code. Ouais. Non seulement tu peux faire une landing pour tester d'abord, un budget marketing très bas parce qu'avant que Google Ads n'existe, tu pouvais pas avoir très vite de la pub avec un faible coût et tester ce que les gens peuvent, est-ce qu'ils aiment ou pas, tu vois. Et donc, tu as la pub, tu as les landing pages, et aujourd'hui, tu as le no-code. Même le produit, une partie du produit, tu peux le construire en no-code très vite, sans être développeur. Donc en fait, je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir vraiment beaucoup d'excuses pour pas lancer quelque chose parce que la barrière, elle est très basse. Tu as Legal Place pour la monter, la structure quand ça marche. Donc c'est hyper simple, mais en même temps, tu as plus de concurrence. Ouais. Tu as beaucoup plus de gens qui se lancent parce que la barrière est très basse, tu vois. Mais je pense que en net, on l'a gagné. C'est-à-dire que même s'il y a beaucoup de gens qui se lancent, ils vont pas forcément se lancer sur ton idée. Tu peux faire plusieurs tests avant de te lancer toi-même. Donc ça te sécurise beaucoup plus qu'avant. Ou trouver le développeur dans les années 2000, le payer, je sais pas combien, ou une agence, payer 30, 40 000 pour avoir un prototype. Les pubs, je sais pas où vous pouvez les faire à l'époque, mais il y avait des pubs, mais tu sais, c'était des bannières. Ouais. L'efficacité, elle était très très mauvaise, donc tu pouvais pas cibler les gens par mots-clés, etc. Donc je pense qu'il fallait 100 000 pour avoir un test, et tu pouvais pas avoir plusieurs cartouches comme ça, en fait, tu vois. Ouais, complètement. Et c'était limite un peu l'aventure d'une vie et c'est qui tout double, quoi. C'est la roulette russe. Exact. On va voir. Un point aussi, une de vos forces, c'est la simplicité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui justement procrastinent les démarches pour démarrer, se lancer ou autre, ou n'osent pas se lancer parce que ce sont des démarches qui sont souvent fastidieuses. On ne comprend pas, on ne sait pas comment faire. Tu vois, tu es entrepreneur, déjà, réussir à faire du market, vendre, trouver le bon produit, avoir la bonne idée, l'énergie, la discipline, la motivation. Enfin, c'est un métier, beaucoup de choses. Si en plus on te dit tu dois aussi être juriste et comptable, etc., et savoir comment ça fonctionne, c'est quasi impossible. C'est pour ça qu'une structure comme Legal Place permet de simplifier et d'accompagner les gens à faire toutes ces démarches. Quelle a été, est-ce que la réaction à votre approche du marché a instantanément été bonne et bien perçue, justement, et que tout de suite, vous avez surfé sur une vague et ça a été exponentiel et il y a eu un compound effect énorme parce que quand tu arrives sur une solution comme ça, la recommandation, le bouche à oreille, certes il y a la pub, mais une des meilleures pubs, c'est la recommandation. Ouais. En fait, quand tu as deux types de services, tu as les transactionnels et tu as les récurrents. Ouais. Nous, on était purement transactionnel à l'époque parce que tu crées une boîte et c'est tout, et tu te débrouilles pour la suite. Aujourd'hui, on couvre plus. En service qui est transactionnel, c'est très dur, c'est beaucoup plus lent d'avoir du bouche à oreille, de créer cet effet boule de neige. Parce que le mec t'utilise qu'une fois, et donc il va pas forcément parler, il a beaucoup moins de chances de parler de toi, alors que si tu as un service récurrent, comme il t'utilise très souvent, tu es beaucoup plus présent dans sa tête, donc il peut en parler avec un ami, etc. Le transactionnel, si ça fait 2-3 ans que tu l'as utilisé, tu as oublié qu'est-ce que tu as utilisé, la marque, etc., parce que c'était une seule transaction, tu vois. Donc c'est très dur et lent pour nous, à l'époque, de faire du bouche à oreille. Aujourd'hui, ça compound quand même. Il y a une grosse partie de nos clients qui sont purement bouche à oreille. Et en plus, on est un service récurrent aujourd'hui parce qu'on fait la partie comptabilité. Donc, on voit tout de suite l'effet de la récurrence d'usage. Il y a un mec qui m'a dit une fois, si tu veux créer une marque très solide, c'est pas forcément le design ou la qualité de service, c'est surtout la fréquence d'usage de ton service. Si tu arrives à avoir une fréquence avec des fonctionnalités ou tu rajoutes de la fréquence d'usage, mécaniquement, ça te fait plus de bouche à oreille, tu vois. Donc nous, on savait qu'il fallait parier sur le long terme, il fallait se battre sur la qualité, parce qu'un jour, ça allait compound, mais c'était très dur de garder cette discipline quand tu voyais pas le résultat, tu vois. Tu disais dans l'année 3, l'année 4, mais c'est quoi l'année 4 pour toi? C'est l'infini, tu vois, c'est trop loin quand tu commences. L'année 4, il faut survivre à l'année 4. Tout ce que tu fais, c'est vraiment le mois 4, tu vois, max. Donc c'était très dur de dire, on se bat sur la qualité, il faut que les mecs soient satisfaits, mais les résultats, il est théorique, tu vois. Mais aujourd'hui, ça a beaucoup payé parce que clairement, une grosse partie du succès, c'est le bouche à oreille. Aujourd'hui, quand on sonde les gens, c'est, je pense, plus du quart. C'est très dur, c'est du déclaratif, donc très dur de se dire, mais minimum le quart de gens viennent parce qu'ils ont entendu parler du service par quelqu'un d'autre, alors que c'est transactionnel, tu vois. Donc la qualité,
Et est-ce que ça accompagne tout de suite? Non, en fait, tu as des paliers, tu vois. C'est pas linéaire forcément parce que parfois tu ne sais pas pourquoi le volume monte. Tu sais pas d'où ça vient. En fait, tu dois faire tellement de petites choses. Qu'est-ce qui a contribué à ce que ce mois-ci est beaucoup plus fort qu'il y a 5 mois? Parfois, c'est conjoncturel, c'est le marché. Covid, beaucoup de gens se sont lancés pour créer une boîte parce qu'ils avaient du temps, ils étaient chez eux et ils pouvaient réfléchir à autre chose. Mais parfois c'est juste, tu as atteint un seuil. C'est-à-dire que la qualité de service d'un côté, tes efforts marketing, les réseaux sociaux, les machins, ça build, et bam, à un moment, tu passes à un nouveau seuil, tu sais pas trop pourquoi. Donc en fait, tu es obligé, tout n'est pas mesurable finalement. Tu vois. Il y a beaucoup de gens qui disent A/B testing, machin, c'est vrai. Ça, c'est pour les améliorations locales. C'est-à-dire que tu améliores l'expérience ici, etc. Mais qu'est-ce qui a servi à faire que tu passes à x2 ? C'est très dur à savoir, tu vois. Ouais. Mais donc non, au début, parfois c'est flat pendant très longtemps. Ensuite, ça jump à un moment. Ensuite, ça rejump. Ensuite, on découvre un canal marketing nouveau. On investit dessus et là, c'est magique. Et parfois, c'est tout seul. On ne sait pas dire grâce à quel team c'est monté, en fait, tu vois. Ok. Ouais. C'est bizarre. Je vois, c'est assez intéressant. Il y a aussi un point très intéressant dans ce que tu expliques qui est puissant, c'est le passage de transactionnel à récurrent, finalement, où tu passes d'un business model où tu acquiers un client pour une seule transaction, et donc il a son volume client qui est propre à lui-même, et un autre passage où tu vas travailler de la LTV, de la récurrence, du churn, et on est sur un tout autre type de business model ici. À quel moment il y a eu ce déclic de passage, et sur quelle typologie d'offres vous étiez sur du transactionnel et vous êtes encore, et sur quelle typologie d'offres aujourd'hui vous êtes sur du récurrent? Tu as parlé de comptabilité avant, c'est assez intéressant parce que finalement tu signes une lettre de mission, tu es engagé sur au moins 1 an, souvent les gens restent avec leur comptable plusieurs années, voire durant toute la durée de vie de la société. Qui plus est, en plus, vu que vous êtes aussi avec beaucoup de tech derrière, vous avez réussi à simplifier, standardiser, créer des process et des automations autour de ça, qui fait que ça rend la comptabilité beaucoup plus simple pour l'utilisateur et qui plus est à moindre coût, avec beaucoup moins de problématiques. Moi, je l'ai vu lorsque... j'entends à gauche, à droite des entrepreneurs qui me disent, et je pense que ceux qui nous écoutent voient exactement de quoi je parle, et c'est pas pour critiquer les confrères comptables ou autres, mais des fois, ton comptable, il comprend même pas ce que tu fais. Et ça peut être assez contraignant, problématique pour les entrepreneurs, alors qu'ils ont besoin que soit ça soit très simplifié, soit leur partenaire comptable soit, comme je viens de le dire, un partenaire. Ouais. Et ouais, ça peut être intéressant justement d'avoir cette compréhension dans le business model du moment et du déclic sur lequel tu passes d'un business à un autre. Et puis, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui avec ces deux formules ? C'est la création de société, c'était le service transactionnel, avec quelques autres services type modification de société et fermeture de société. Mais ça, il fallait qu'on maîtrise très bien, qu'on arrive dans notre conception et dans notre ingénierie à un service qui tourne, qui est scalable, avant d'envisager d'attaquer autre chose. On ne pouvait pas se focus sur plusieurs sujets en même temps, vu la taille et vu les risques que ça crée. Tu vois. Ça crée d'énormes risques d'être focus sur 2-3 sujets. Pour n'importe quelle boîte, et d'autant plus quand elle est petite. Et tu peux pas être excellent sur plusieurs choses en même temps, sauf si tu sérialises. C'est-à-dire que tu dis, OK, on a atteint une grosse maturité sur la création, on a cherché à le faire en 2 ans, 2 ans et demi. Et là, on s'est dit, OK, on avait toujours en tête que les meilleurs business sont les business récurrents. Soit les gens reviennent, soit c'est un abonnement, tu vois. Et c'est là où, comme tu dis, la LTV est très forte. C'est ça qui valorise les boîtes beaucoup plus que leur chiffre d'affaires, tu vois. Et donc, un chiffre d'affaires qui est que transactionnel va valoir beaucoup moins qu'un chiffre d'affaires où c'est du SaaS, où c'est récurrent, où il y a du repeat, comme on dit. Et ça, très peu de gens arrivent à le comprendre, mais une boîte qui fait 1 million de CA en transactionnel, elle vaut peut-être 7 fois moins qu'une boîte qui fait 1 million, mais en récurrent. Donc nous, on avait toujours en tête de dire, on doit arriver à la récurrence, quels sont les services qui font sens avec la création. Mais on doit d'abord, la feature création de société, on doit la maîtriser. Et ça sera tremplin pour le business model final, quoi. Et donc, la création de société, une fois qu'elle était largement maîtrisée, il restait plein d'améliorations. On fait toujours des améliorations. Mais on pouvait switcher le gros du focus vers le next. Et la suite logique, c'est la compta, parce que le mec, une fois qu'il a fini la création, il a besoin de la compta tout de suite après, quasiment. Et c'est de l'administratif toujours, dans la même catégorie. Et il y a des liens entre les deux. Très forts liens entre les deux, entre le légal et le comptable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Expert Comptable fait en France beaucoup de légal pour ses clients.
Donc c'était parfaitement aligné et on a eu raison de le faire parce que du coup, la création de société ramène un énorme flux pour la compta, donc il fait que la compta progresse très vite. Mais c'est énormément de développement et de conception, tu vois. Ouais. Donc le déclic s'est fait une fois qu'on a jugé que la création était mature, les gens étaient contents, on avait beaucoup de bons avis, on avait les meilleurs avis en France sur la création de société. Et donc on a craqué le plus gros. Aujourd'hui, il y a GPT qui est arrivé, qui fait que la création peut être encore plus simplifiée. L'équipe est en train de bosser dessus, mais tu as moins besoin de mettre l'énergie fondateur dans le truc, tu vois. Tu peux laisser des équipes autonomes très bonnes qui ont déjà été rodées, qui connaissent très bien le sujet, et en toute autonomie bien avancée sur le sujet, quoi. Ouais, complètement. Tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant, c'est que l'IA a pour beaucoup fait peur, et on pourrait se dire, waouh, ça peut être dangereux pour des structures X, Y, Z. Et là, tu mets en évidence le fait que vous, tout de suite, vous voyez potentiellement l'opportunité d'améliorer le produit, d'améliorer l'expérience client, d'améliorer le service que vous délivrez, de faciliter les étapes, de faciliter les choses, et comment on va tirer profit justement de ChatGPT ou d'autres types d'IA, peut-être même une IA maison ou peu importe. Et justement, cette notion de se dire où est l'opportunité plutôt que où est le problème, c'est pas donné à tout le monde. Tu as toujours eu ça ou pas ? En fait, c'est être dans l'inconfort tout le temps, parce que quand tu construis quelque chose, tu as cette illusion qu'une fois qu'elle est construite, ça tourne et tu prends les fruits et tu es tranquille, tu vois. Ouais. Et tu fais que run, que faire tourner la baraque. En réalité, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il faut, si tu veux rester dans le game et prendre de la place et ne pas te faire sortir par d'autres, tu dois être constamment en recherche d'innovation, à essayer de t'améliorer et sortir de ta zone de confort. Donc en fait, au début, tu as cette idée reçue que tu souffres au début, ensuite ça tourne. En fait, tu as des risques de tout le temps de gens qui viennent innover. Et GPT, c'est un séisme parce que tu as d'autres innovations plus mineures qui arrivent tout le temps. Mais GPT, c'est une innovation qui arrive peut-être une fois tous les 20 ans ou moins. Donc, un séisme, quand il arrive comme ça, tu es sûr qu'il y a une génération d'entrepreneurs qui va commencer de zéro avec ça, dès le début. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas dépensé tout l'argent sur d'autres sujets, sur des sujets de l'ancienne génération, avec de la tech ancienne, etc. Eux, ils commencent feuille blanche, ils ont l'IA, et donc c'est IA first. Et donc nous, on s'est dit, ok, soit on se dit, c'est pas encore mature, l'IA. C'est beaucoup de hype, les gens en parlent, c'est très sexy. Tout le monde te dit les métiers qui vont disparaître, etc. Mais à la fin, c'est pas prêt. C'est que des tests qui vont mourir, qui vont être jetés à la poubelle, et dans 2 ans, il y aura les premières boîtes. Mais ça, tu dis ça, mais du coup, tu prends un peu de retard, parce que peut-être que dans 2 ans, les mecs arriveront avec quelque chose qui te disrupte toi-même, tu vois. Ouais. Et donc, il fallait décider de prendre le virage ou pas. Et c'est vrai que on a eu on a un peu dans l'ADN Legal Place, je pense, un énorme attachement à l'intérêt personnel, je pense, chez les fondeurs, à toutes les innovations qui arrivent. Donc on est sans cesse nous-mêmes consommateurs de ces innovations-là, intéressés, passionnés par le fait que qu'est-ce qui est en train d'arriver, qu'est-ce qui est en train d'être poussé. Donc on a très vite créé une petite équipe IA qui a fait des prototypes pour se faire une idée, une conviction, avant d'mettre beaucoup de budget. Et c'est vrai que les premiers prototypes qu'on a pu développer nous ont bluffé. Nous-mêmes, on était en mode, c'est incroyable, c'est pas possible. On ne pensait pas que ça pouvait être aussi bon. On a fait ça à l'époque GPT-3, donc c'était septembre de l'année dernière. Il se trouve que GPT 3.5 est sorti, donc le chat GPT qu'on appelle aujourd'hui. Et là, du coup, les prototypes sont devenus encore beaucoup plus intelligents. Donc on s'est dit, on a eu raison de commencer à bosser dessus. Et ensuite, le 4 est sorti. Et ça, c'était le coup de massue parce que le 4 est bluffant beaucoup plus que les autres et tu n'as même plus besoin de plus, en fait. Je pense qu'il y a un nombre d'innovations qui peuvent se faire aujourd'hui, dans quelques années, parce que ça prend du temps, qui n'ont pas besoin de plus du 4. Tu vois, ça, il suffit déjà pour faire beaucoup de choses qui étaient impossibles avant, que moi, je lisais beaucoup sur les réseaux de neurones quand j'étais obsédé par ça quand j'étais très jeune, ado. Mais pour moi, j'espérais un jour vivre de mon vivant cette révolution, parce que c'était très lointain, en fait. Et là, il se trouve quelques années après que je lance la boîte, bam, ça sort. Donc c'est une aubaine énorme, c'est un gros coup de chance. Donc j'étais très chaud d'avoir c'est une passion de gamin que je puisse aujourd'hui la faire, c'est incroyable que je puisse avoir dans ma boîte une team IA et des réseaux de neurones qui tournent et qui contribuent à rendre mon service encore mieux. C'était quelque chose. Donc il faut avoir un goût à l'innovation, à ne pas rester sur des acquis, parce que même pour nous qui sommes disrupteurs, et qui sommes encore en train d'évangéliser un marché qui est encore très consommé à l'ancienne. Aujourd'hui, tu disais on a 6 à 7% du marché.
Peut-être que la concurrence, elle a 6 à 7 en somme. Donc, ensemble, tous, on a peut-être 12. Mais le reste du marché, il est encore à l'ancienne. Donc, ça veut dire que l'évangélisation, elle est au début. Chaque année qui passe, notre croissance vient aussi du fait que des jeunes rentrent dans l'entrepreneuriat. Ils ne vont pas faire à l'ancienne. Ils vont consommer le nouveau monde. Mais du coup, la vitesse de développement, elle est tellement rapide que déjà, on est en train de se dire, est-ce qu'il n'y a pas d'autres qui sont en train de travailler sur la version 2 de Legal Place, et ça serait peut-être pas nous. Donc rester dans cet inconfort de se challenger tout le temps et casser tout et dire si on devait tout refaire, parce que tu es piégé par le fait que tu as fait une façon de voir les choses, une conception, un produit, souvent tu l'améliores que par petits bouts. Je rajoute 10% par là, je rajoute 5%. Ça t'empêche d'avoir une façon de réfléchir, ça te débloque pas beaucoup d'autres cas où tu peux reconcevoir de zéro tout ton service en prenant en compte tout ce qui existe aujourd'hui. Et donc, ça te limite. Et tes idées ne seront influencées par ta conception originale, en fait. Tu vois. Donc, tu es obligé parfois de mettre ton équipe en inconfort, de bousculer tout le monde. C'est très dur, même pour les équipes, de dire tout ce qu'on a fait, imaginons on commence de zéro, on arrête, réfléchissons très différemment et sortons de nos schémas conçus. Et souvent, c'est beaucoup de résistance interne. C'est-à-dire que les gens dans ta boîte, ils peuvent quitter pour ça. Ils peuvent se sentir complètement bousculés, mal à l'aise. Ils peuvent être mécontents, en fait. Donc, c'est un risque que tu prends de perdre des gens qui avaient des avis différents de toi et tu veux forcer. Donc, si j'avais pas fait cette énergie-là, on n'aurait pas certainement une équipe aujourd'hui IA, tu vois. Ok. Tu l'as vécu, toi, où justement, tu as des convictions, il y a des gens dans l'équipe qui n'ont pas les mêmes convictions et que malheureusement, tu perds des éléments, parfois des bons, mais tu suis quand même tes convictions. Souvent, quand tu as des convictions, il faut forcer un peu, tu vois. Et parfois, c'est pas forcément ce forcing qui a fait que la personne se barre, c'est peut-être une accumulation de choses. Mais quand tu arrives à forcer, tu rajoutes encore plus de frustration à ce qui aurait pu exister. On a tous des frustrations quand on collabore avec d'autres. Donc tu prends le risque que peut-être c'est pas très gros comme forcing, mais c'est la goutte qui a fait déborder. Donc c'est sûr que tu prends toujours des risques à forcer les équipes à faire une vision particulière, surtout que eux connaissent le sujet. Et donc ils peuvent te dire, on connaît peut-être mieux que toi ce sujet-là, laisse-nous décider de la roadmap. Toi, tu as l'avantage d'avoir l'œil frais et peut-être de aussi être moins enfermé dans les schémas existants. Donc c'est toujours un bras de fer, tu vois. Et c'est très dur de dire la dose que je mets de je suis ce que les équipes proposent versus je fonce sur une vision qui peut être un peu fausse parce qu'ils connaissent certains sujets mieux que moi. Et cette dose-là, elle est dure à... Tu vois, du coup, il vaut mieux avoir des équipes qui n'ont pas un ego. Parce que parfois, c'est attaché à l'ego. Ouais. Parfois, c'est j'ai raison, mon idée, tu es en train de prendre mon scope, tu me casses mes idées, donc quelque part, tu penses que tu es plus smart que moi ou que je comprends rien. Je sais pas, mais en tout cas, ça peut créer... Ceux qui ont un attachement à l'ego et qui cherchent pas la meilleure idée, mais plutôt que leur idée passe, c'est des personnalités. Bah, tu risques de les perdre assez vite. Si tu as ce milieu inconfortable tous les jours, tu vois. Du coup, nous, chez Legal Place, on essaie au maximum de s'entourer d'éléments qui n'ont pas ce mauvais ego. Tu vois. On a tous des égos parce que s'il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas d'effort, c'est normal, tu vois. Mais l'ego de dire, OK, t'as raison, j'avais pas vu comme ça. C'est vrai que c'est moi qui ai ce scope, mais je prends ton idée quand même parce qu'elle est incroyable. Ça, c'est très sain. Très dur à trouver parce qu'il faut vraiment faire un effort toujours de se dire peut-être qu'il a raison, mais c'est pas son truc, donc c'est moi qui aurais dû avoir cette idée ou je sais pas quoi. C'est très dur d'avoir des gens qui s'effacent en ego quand il s'agit de trouver la meilleure idée possible. Tu vois, une méritocratie d'idées, comme on dit, tu vois. Et créer un environnement où tu as la méritocratie d'idées, c'est un système incroyable parce que du coup, tu es sûr que ce qui va émerger, ça sera objectivement les meilleures idées, tu vois. Ça, c'est un point très important pour ceux qui nous écoutent. Mettez-le en évidence parce que la méritocratie d'idées dans une équipe fait que tu as l'ensemble de tes collaborateurs qui sont guidés par la même mission et qui contribuent à la boîte pour qu'elle puisse croître et pour qu'elle puisse améliorer son produit, améliorer ses process, améliorer les éléments, les petites actions dans les pôles respectifs de chacun. Et c'est cette accumulation d'éléments, même 1% chaque jour dans chaque pôle en plus, fait que tu as des intérêts composés qui sont juste dingues à la fin de l'année ou à la fin du quarter. Mais tu risques de perdre des gens qui sont très bons, qui sont très très bons, mais ils ont ce défaut de pas accepter que leur ego ça passe pas, tu vois. Ouais, complètement. Faut accepter ça. Il y a un autre point aussi qui est toujours en lien avec les équipes. À un moment donné, vous avez une croissance qui est très rapide. Vous avez encore aujourd'hui une croissance très rapide, mais vous passez à un moment le cap de 60 à 150 collaborateurs en plus ou moins un an.
Comment à ce moment-là, vous mettez en place des actions concrètes pour que votre culture d'entreprise reste forte et puisse être transmise à près de 90 nouveaux collaborateurs et que chacun des collaborateurs se sente bien, tout en faisant en sorte que l'expérience client reste linéaire en termes de niveau de qualité? Ouais, ça c'est un sujet permanent, tu vois. Jusqu'aujourd'hui, on a des débats internes de comment on garde la culture, tu vois. Donc on a fait des actions, certaines ont marché, d'autres moins. On pense que c'est toujours perfectible parce que la culture, c'est sûr que plus les gens arrivent vite chez toi et moins tu as le contrôle sur la culture et plus tu peux avoir des cultures locales qui se créent dans certaines équipes qui sont entièrement différentes de ce que tu aurais pu créer. La première chose, c'est clairement les top managers sont très observés. Donc l'exemplarité qu'ils ont, elle a un effet énorme sur tout le monde. C'est-à-dire que si, ils sont très très observés, beaucoup plus que ce qu'ils peuvent imaginer. Donc du coup, il faut qu'ils soient conscients de ça pour que dans leurs actes, ils ne dévient pas de ce qu'ils veulent créer comme culture. Tu vois, si tu veux créer une culture, première chose, c'est que tu dois appliquer toi-même et que c'est pas juste un mot. Si c'est qu'un mot, mais que tu ne le vis pas, que tu ne montres pas que... Si tu dis la culture, c'est d'arriver à temps, bien sûr que tu peux pas être là en retard, quoi. Toi, même si tu es CEO, tu as complètement explosé le message et il marche plus. Il est inaudible, tu vois. Si tu dis la culture, c'est qu'on regarde pas le téléphone en réunion ou on n'écrit pas. C'est des petits exemples, hein, ça peut être plus gros, mais si la culture, c'est le client first et que toi, tu as un client qui t'écrit et tu ne réagis pas et les gens le voient, ou tu ne réagis pas à des choses dans la boîte, à des gens qui n'ont pas mis le client first, ça tue la crédibilité de la valeur, tu vois. Donc en fait, l'exemplarité, c'est la première chose que tu dois complètement inculquer à toi, le top management, et essayer de l'avoir dans le middle management, etc. Ça marche à tous les niveaux, mais c'est sûr que quand tu es 10, tout le monde te voit tout le temps. Donc il suffit juste de faire ça. Il suffit juste de l'incarner, tu vois. Quand tu es 200, aujourd'hui on est un peu plus de 150, on est 180, c'est très dur de voir tout le monde, bien sûr. Et même si tu les vois, le temps d'exposition il est très limité, donc tu n'as pas le temps de véhiculer quoi que ce soit. Donc c'est là où tu imagines des mécanismes, tu vois. C'est dans plein de micro-détails dans la boîte qui doivent appuyer certains messages, tu vois. Si tu dois mettre en valeur certaines personnes parce qu'elles ont été hyper dans la culture, bah, c'est une façon de montrer à tout le monde que voilà, on valorise ça, la boîte collectivement valorise ça parce qu'on le met en avant lorsque le mec il se donne à fond pour un client et qu'il a sauvé un client, etc. Tu makes sure que tu en parles à tout le monde pour que tout le monde se dise « Ah, ok ». Il a fait une pause, il a parlé de cette personne-là, donc ça veut dire qu'elle a fait un truc ouf. Pour la boîte, c'est une valeur importante. Et donc tu dois envoyer des signaux comme ça tout le temps, soit en mettant des gens en avant, soit via le comportement des gens, soit par exemple dans la politique de la boîte. Tu vois, genre, si la boîte parle beaucoup de transparence et qu'elle-même ne montre pas les grilles de salaire à ses salariés, c'est sûr que tu rates un très bon signal que tu aurais pu donner à tout le monde en mode regardez, c'est une valeur importante chez nous. Si tu dis tout le monde peut donner des idées, mais que tu n'as aucun process pour que les gens systématiquement puissent remonter des idées et qu'ils doivent vraiment venir eux-mêmes taper à ta porte et ne pas oser le faire parce que qui ose déranger un top manager, tu vois, dans les process, tu as 1000 façons de montrer et d'envoyer un signal de ok, c'est important pour nous. D'ailleurs, on a prévu un process pour récolter les idées, produits, même de stagiaires, tu vois. Si on pense que tout le monde a un avis, tu vois. Et on va pas écraser le mec parce qu'il est moins senior que tout le monde et dire c'est une idée de merde, etc. Donc c'est le vécu, c'est quelques process, pas beaucoup. Et c'est mis en avant et sous le spotlight d'histoires qui montrent ça. Pour l'instant, c'est un peu ce qui marche chez nous. Sans doute, ça sera peut-être plus sophistiqué dans le futur. C'est super intéressant déjà et tu mets en évidence beaucoup de points, notamment le fait d'incarner la culture, où tu évoquais indirectement les rituels dans la culture, ça c'est hyper important. Aussi, tu dis les top managers sont contrôlés, sont regardés, observés, voilà. Il y a un point, c'est la confiance n'exclut pas le contrôle. Là-dessus, je te rejoins à 200%. Mais souvent, surtout quand tu scales, c'est difficile de pouvoir avoir un œil partout. Quelles sont les différentes choses que peut-être tu pourrais partager, que tu as mis en place pour pouvoir avoir un œil sur tous les éléments les plus importants de l'organisation
et t'assurer que typiquement en l'occurrence la culture, mais je pense que ça ne concerne pas que la culture, ça concerne aussi l'application des process, la satisfaction des clients, l'application de la vision au global, l'atteinte des objectifs, des OKR ou de la roadmap, la tenue des délais, enfin toutes ces choses qui sont élémentaires en termes de KPIs, pour que justement tu puisses piloter ta boîte comme tu le désires. Par exemple, un rituel qui marche bien, qu'on a expérimenté il n'y a pas longtemps, c'est de dire que si tu veux que nous c'est très important pour nous la valeur d'audace et que les gens contribuent à l'innovation et que ça soit pas juste top-down et que tout le monde soit le plus audacieux possible pour qu'on puisse innover à un rythme important. Et donc, si tu dis ça, mais que derrière, comme je disais tout à l'heure, tu n'écoutes pas forcément ce que les équipes veulent, quelles idées elles ont, bien sûr, on l'écoute si ça vient naturellement, tu vois, mais comment systématiser ça? Donc en fait, aujourd'hui, quand on fait le rituel de déterminer les objectifs d'un trimestre, pour se dire qu'est-ce qu'on va faire collectivement ce trimestre-là, c'est ce qu'on appelle les OKR, on fait ça de la manière suivante, c'est que tout le monde, dans une équipe donnée qui est concernée par un service, se réunit pour dire Donc on dit voici l'objectif de la boîte, c'est d'atteindre autant, c'est de faciliter la création, et pour ça il faut que on atteigne une création en tel temps, tu vois, créer rapidement, réponse en 1 minute, etc., etc. Ça c'est les objectifs très macro. Tout le monde est aligné, etc. Et tu dis ok, pour atteindre ces objectifs-là, qu'est-ce qu'on doit faire dans les différentes équipes? Et au lieu d'arriver et dire ok, moi je sais tout, c'est 1, 2, 3, et tu vas faire ce feature et fais les specs et développe, on va dire quelles sont les features que vous pensez être contributrice à cet objectif. On laisse un certain temps de réflexion à tout le monde arrive avec une liste de courses après des discussions, ils débattent, et du coup c'est un peu ça. Ensuite on mesure combien de temps il faut pour réaliser ces idées-là. Après il y a une priorisation, mais du coup c'est pas top-down. Ce qui est top-down, c'est comme le temps est limité, la capacité de faire est limitée, quel est le cut-off, on s'arrête où, et comment on priorise, parce que l'impact business, tout le monde n'a pas forcément une visibilité sur combien ça peut rapporter à la boîte. Donc au final, il y a une couche qui vient en top-down, mais tu as donné le temps à tout le monde d'exprimer son idée, de réfléchir à comment y arriver. Déjà, le processus de réflexion, tu t'assures que les gens ont le temps pour se réfléchir et pas juste délivrer ce qu'on attend d'eux. Et donc, ils se sentent beaucoup plus en contrôle de leur équipe. Et ils sont en contrôle du destin de ce que l'équipe va faire, et pas en juste subir ce que le management, par je ne sais pas quel process invisible et black box, ont décidé, peut-être juste parce que ça leur semble être sexy comme feature, et peut-être qu'il n'y a aucune logique, tu vois. Ouais. Là, tu donnes une grosse transparence sur quel est le rationnel derrière chaque truc. D'ailleurs, c'est peut-être même eux qui l'ont proposé. Et ils sont rentrés dans un process de réflexion systématiquement. Donc tout le monde rentre dans ce process, tout le monde propose, et ils contribuent beaucoup plus. Donc déjà, même en termes de valorisation de la contribution de la personne, c'est beaucoup plus grand que juste délivrer la feature elle-même, tu vois. Ouais, complètement. C'est super intéressant, et je vais revenir un petit peu sur également le lancement de Legal Place. C'est quoi? Parce que Legal Place, finalement, c'est aussi une profession réglementée. On ne peut pas faire n'importe quoi quand on crée des boîtes, quand on gère la comptabilité, etc. Donc c'est hyper cadré, donc il y a pas mal d'enjeux. C'est quoi les plus gros challenges auxquels vous avez fait face lorsque tu veux créer et innover dans un marché qui est assez archaïque, avec une solution qui répond à énormément de problématiques, mais que tu dois être conforme à certaines choses? En fait, le droit, les avocats, c'est un métier qui est réglementé. Legal Place n'est pas n'est pas avocat. Donc en fait, c'est plutôt Legal Place ne doit pas faire des choses qu'elle ne peut pas faire parce qu'elle n'est pas dans le métier réglementé. Donc c'est vrai que c'est un secteur qui est réglementé, dans lequel nous on évolue. Mais on doit respecter un cahier des charges très strict pour ne pas faire des choses que seuls les avocats peuvent faire. Parce que tu sais, le marché est fait de telle sorte que les avocats ont un certain monopole. Donc on ne peut pas rentrer dans leur monopole. Donc on doit aider le client via le software de manière à ce qu'il puisse se débrouiller pour créer sa boîte sans être dans de l'avocat. Donc ça, c'est vraiment beaucoup de contrôle dans tous les sens. On a une équipe compliance qui n'est pas présente dans toutes les boîtes parce que toutes les boîtes ne sont pas dans un secteur qui est réglementé. Et cette équipe compliance, elle est là à contrôler chaque fonctionnalité qui sort, chaque discours. Donc à chaque changement de produit ou de discours sales ou nouvelle offre qui rentre, ça passe par la validation de la compliance qui est là pour dire ok, ça ne viole aucun truc, c'est réglementaire, ou suggérer des modifs pour que ça soit mieux.
Et donc, il y a toujours un contrôle avant la mise en prod de changements majeurs qui font que ça garantit ça. Après, il y a des écoutes. On fait de l'échantillonnage sur certains calls qu'on arrive à enregistrer pour qu'on voit s'il y a certains mots-clés qui ne sont pas utilisés, etc. Donc, ouais, il y a une surveillance. Ok. Donc ça, c'est maintenant. Et lorsque tu démarres, cette compliance, c'était fait directement par vous? Ouais, parce qu'un des associés était avocat de métier. Ok. Donc, il a dû quitter le barreau parce que pour être dans le privé, tu dois quitter ta profession d'avocat. Mais il connaissait les limites de notre exercice. Donc, c'était l'associé qui fait au début et ensuite une personne dédiée à ça, quoi. Vous êtes combien d'associés lorsque vous lancez Legal Place? On est 3 associés. Ok. Et du coup, chacun a sa spécificité? C'était pas très bien découpé au début, non. C'était un peu naturel. Ok. On avait décomposé en mode produit/tech, c'était moi. La partie métier, c'est Mehdi qui est de métier avocat. Et Sam, c'était sur la partie acquisition client, marketing. Ouais. Ça s'est fait un peu comme ça, mais on avait des frontières floues, ce qui fait que tout le monde pouvait s'ingérer dans le travail de tout le monde et tout le monde challengeait tout le monde. Mais comme il y avait déjà cet ADN de zéro mauvais ego, ça marchait bien. Il n'y avait jamais de friction de non, c'est moi qui ai les meilleures idées, etc. Tu vois. Ah, c'est intéressant ce team spirit que vous avez inculqué entre vous trois. Souvent on dit lorsque tu t'associes, c'est pour se multiplier, il faut vraiment dissocier les choses, chacun a son pôle, chacun a son truc. Et là ce que tu nous dis, c'est que oui, vous aviez peut-être des soft skills ou des hard skills spécifiques à chacun qui fait qu'il y a eu une orientation, mais que finalement c'était une sorte de réunion brainstorming globale à chaque fois pour pouvoir avancer. C'est bien de le mettre en évidence parce que c'est pas forcément ce qu'on entend à chaque fois. Dans ton cas, tu penses que ça a fait une grande différence et que ça a été un catalyseur de succès de Legal Place, ou en tout cas qui vous a permis d'avancer plus vite ou avec plus de solidité? Je pense que quand tu es seul à réfléchir, quand tu as quelqu'un avec toi qui réfléchit ou qui te challenge seulement, ça t'impose une rigueur beaucoup plus importante, tu vois, parce que tu dois te justifier, tu dois réfléchir 2-3 fois plus parce que tu as quelqu'un qui est là pour te challenger. C'est comme quand tu as un coach. Réfléchir tout seul versus avoir un coach qui est là avec toi, c'est bête, mais ça débloque beaucoup de choses. Tu vois, il peut te pousser, il peut te challenger. Donc ça produit un effet vertueux énorme versus être seul. Tu peux commettre beaucoup d'erreurs quand tu es seul. Avoir un cerveau à côté qui te challenge, qui te repose les questions, etc., t'impose à mettre un effort beaucoup plus gros que la paresse que tu as quand tu es seul. Le coach qui te dit vas-y, réveille-toi, il faut aller faire du sport, c'est sûr que c'est beaucoup plus puissant que. Donc il y a une émulation. L'associé doit créer cette émulation et il ne doit pas servir à juste séparer les tâches. Séparer les tâches, c'est bien parce que ça spécialise, mais quand tu as cette porosité que les gens peuvent te challenger, je trouve que c'est très, très énergisant. Ouais, complètement. Et cette spécialisation, vous l'avez encore aujourd'hui et cette homogénéité aussi d'échange, de discussion, au niveau de business où vous êtes actuellement, vous avez réussi à le garder? On a gardé quand même beaucoup Tu sais, on dit que les founders, ils doivent souvent combler les trous qu'il y a dans l'organisation et que même si tu structures bien la boîte, tu as souvent des trous parce qu'il y a une nouvelle activité où il n'y a personne qui est dédié au produit pour cette activité ou au service client. Et donc, tu dois t'improviser, rentrer dans le sujet et boucher ce trou le temps que tu structures. Tu vois. Donc, ça, on se le partage beaucoup encore. Ouais. C'est-à-dire qu'on intervient toujours quand il y a des nouveaux produits avant de structurer. Tu vas nous trouver dans l'innovation de ce nouveau produit, dans les premiers starting blocks. Et puis, quand il y a le feu quelque part dans un truc qui est déjà structuré mais qui a pété, on va intervenir. Alors, ça peut être à 1 ou 2 ou 3, mais on a toujours Sam, par exemple, a entièrement le marketing encore, mais il va passer quand même beaucoup de temps sur des offres et sur des innovations produits, même s'il y a aujourd'hui un CPO qui maîtrise parfaitement son scope, etc. Et on joue encore ce truc de challenger le C-level. Tu vois. Challenger le CPO, challenger le CTO. C'est très bénéfique aussi pour eux d'avoir quelqu'un qui rentre dans tes sujets quand il l'accepte, quoi. Okay. Des fois, ils ne l'acceptent pas. Non, il y a des personnalités qui sont dures, comme je te disais, il y a des personnalités qui ne sont pas compatibles avec ça. D'autres qui sont preneurs, au contraire, ils vont te prendre tout le temps que tu peux leur donner. Et donc, il faut que ça soit accepté, quoi. Oui, complètement. Legal Place récemment a levé 20 millions d'euros auprès de différents investisseurs. Comment est-ce que vous prévoyez d'utiliser ces fonds pour amplifier votre impact et mener à bien votre mission? Est-ce qu'il y a différents domaines spécifiques d'expansion, de recherche ou de développement que vous souhaitez prioriser? Comment vous voyez les choses? Ouais, sur le produit, la partie accounting, c'est le dernier né de ce qu'on fait. Donc, on passe quand même beaucoup
on a une grosse roadmap sur ces services-là. On essaie d'être très rapide parce qu'on est le dernier entrant dans ce marché-là, de la comptabilité en ligne. On a rattrapé une grosse partie du retard. Et donc maintenant, il faut inventer des features qui n'existent pas forcément sur le marché, mais qui sont nécessaires pour rendre un très très bon service. Donc ça, il y a beaucoup de R&D dessus. Après, le marketing, il y a des nouveaux canaux qu'on n'avait pas encore envisagés avant la levée, qu'on peut débloquer. Création de contenu et d'autres. Il y a des publicités qu'on ne pouvait pas faire sur certaines plateformes qui étaient trop chères peut-être, qu'on peut. Et puis, il y a aussi renforcer les équipes dans les services existants pour avoir la prochaine innovation, comme l'IA par exemple. Donc l'équipe IA, c'est un investissement qu'on n'aurait pas pu faire avant la levée, quoi. Ok. Extrêmement intéressant, merci déjà pour tous ces points. On va passer plus sur focus de la création d'entreprises et les entrepreneurs en général. D'après ton expérience et l'expérience de toute la data que vous avez avec LegalPlace, quels sont les principaux challenges auxquels un entrepreneur doit faire face lorsqu'il lance sa boîte en France ? Ça dépend du secteur. Tu sais, les entrepreneurs sont très différents quand tu parles de freelance et quand tu parles de startup et quand tu parles d'un entrepreneur, un mec dans le bâtiment, il passe par LegalPlace quand même pour créer sa boîte. Ouais. Un artisan et un e-commerçant, c'est la mode aussi. Donc, c'est des différences énormes dans la personnalité du mec, dans ce qu'il attend du service, dans sa façon de faire du business, dans ses chances de réussite. Quand tu es freelance, tu as peu de chances de faire faillite, en vrai, parce que tu n'as pas de coûts qui font faire que tu arrêtes de payer les gens et tu meurs, ou tes dettes. Et donc, quand tu es freelance, je pense que le plus gros défi qui fait peur à tout le monde, c'est de trouver les premiers clients. Enfin, non, c'est trouver les clients. Dans la tête de la personne, c'est comment je vais faire pour avoir des clients. Donc, ils vont être stressés par ça la première année. Et ils vont découvrir à partir d'un certain moment que, ok, si tu as quelques clients au début, c'est suffisant pour faire tourner pour te créer un revenu. Et c'est surtout ça qui va te donner, par bouche à oreille, de nouveaux clients. Et donc, leur principale difficulté, c'est par quel moyen. Il n'y a pas de recette, tu vois. Chacun fait comme il peut. Il y en a qui ont du réseau, il y en a qui n'en ont pas, etc. Donc, je pense que c'est l'unique... Alors, certains freelances sont encore plus basiques que ça. C'est qu'ils vont dire, en quoi je dois être freelance ? Est-ce que je dois apprendre un skill particulier, hard skill ? Est-ce que j'apprends à coder ? Est-ce que j'apprends à faire des vidéos ? Faire des vidéos, tout le monde veut faire ça, donc la concurrence est énorme. Ou est-ce que j'apprends un nouveau skill ? Et tu as des gens très malins qui vont sur Upwork, qui vont essayer d'avoir la demande, les trucs les plus demandés, où tu as le moins de freelance qui existe encore. Tu vois, ils vont apprendre un skill pour ça. D'autres qui vont partir à leur passion en disant qu'est-ce que j'aime faire ? Mais est-ce que c'est demandé suffisamment ? Donc la vidéo, bien sûr, beaucoup de gens kiffent la vidéo, donc ils se disent je fais du montage parce que c'est là où il y a une demande, mais du coup ils sont très nombreux aussi. Donc là, le choix du skill, du service sur lequel tu te positionnes, c'est un premier problème, tu vois, avant même les clients. Après les clients, c'est est-ce que je vais sur LinkedIn pour démarcher ? Tout le monde fait ça maintenant, donc est-ce que c'est efficace ? Moi, quand j'étais très jeune, j'avais fait du porte-à-porte, tu vois, et en croyant que ça marchait alors que ça marchait pas. Et t'as des gens qui vont faire du mailing à leur réseau, d'autres qui se disent je crée une newsletter peut-être pour m'établir comme expert dans le sujet. Donc ça, c'est vraiment les problématiques du freelance qu'on voit. E-commerçant, c'est très différent. E-commerçant, c'est trouver le produit. On voit bien les e-commerçants qui passent par nous, ils vendent tout et n'importe quoi parce qu'ils cherchent quoi vendre, tu vois. Donc ils se disent pas j'ai trouvé le truc, donc je lance. Ils disent je dois d'abord me lancer une boîte et un site e-commerce pour récolter l'argent et après je teste. Leur but, parce qu'il y a le rêve du dropshipping, etc., c'est trouver la niche où il n'y a personne encore, où ils peuvent faire du marketing pas cher et se fournir en Chine ou je sais pas où. Et là, myriade de problèmes parce que peut-être qu'en Chine, tu t'as trouvé un produit, mais que très vite, 2 mois plus tard, c'est devenu la niche que tu as trouvée après 6 mois de travail. Tout le monde l'a trouvée en même temps, par exemple. Si tu as la chance de trouver cette niche et que le marketing, tu le trouves, ton fournisseur en Chine, il peut être irrégulier en vrai, tu vois. Il peut t'abandonner et dire c'est un trop petit client pour moi, je ne fais plus ce produit-là. Et donc, tu es entièrement dépendant. Tu as des clients qui sont vénères parce qu'ils ont commandé, ils n'ont pas trouvé. Ta marque, elle chute avec les notes. Donc, tu dois créer, si tu refais une nouvelle marque, un nouveau site, etc. Donc, c'est des problèmes très différents, tu vois. C'est vraiment comment je trouvais ma niche avec toujours ce rêve que je peux faire un coup dans le-commerce ou est-ce que l'e-commerce, c'est un truc durable ? Et je pense que beaucoup de gens font l'erreur de penser que c'est durable. Ça l'est si tu as une vision de créer vraiment une marque, une plateforme. Mais ça, c'est beaucoup d'investissement. C'est pas un truc juste en 6 mois. Et ceux qui veulent faire un coup, c'est un peu plus adapté. Mais faire un coup pour faire quoi après ? Tu vois, si c'est faire un coup pour faire un produit après,
je questionne parfois le fait de peut-être démarrer directement, en fait, tu vois, en disant, OK, si je fais un coup pour, je sais pas, gagner 30 ou 40 000 euros, un apport pour un capital, est-ce que c'est pas plus simple de faire du freelance pour avoir les 40 ou 50 000 nécessaires? Je questionne ça, tu vois. Je pense que c'est pas sexy de faire du freelance pour certains, parce qu'ils ont l'illusion que e-commerce c'est déplafonné, c'est qu'ils peuvent gagner beaucoup d'un coup. Mais c'est sûr, c'est safe. Tu vois, tu vends ton temps, tu es sûr que tu auras. Il y a des gens qui passent un an à essayer de chercher lever des fonds ou à essayer de faire du e-commerce pour avoir un capital de démarrage. Si tu cours derrière des investisseurs sans produit et des business angels, ils peuvent te faire courir très 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 longtemps et jamais te mettre d'argent. Ouais. Parce que leur engagement n'est pas professionnel comme engagement, c'est un engagement particulier, donc il vaut rien. Et quand quelqu'un est prêt, tu attends 6 mois pour trouver le reste, bah, il n'est plus prêt parce qu'il a dépensé, il a fait des travaux dans sa terrasse et il n'a plus l'argent, tu vois. Et donc tu as trouvé l'autre bout, mais tu as perdu un bout. Donc c'est vraiment c'est piégeux, quoi. Tu peux passer un an sachant que dans l'année qui s'est écoulée, c'est peut-être plus sexy d'avoir des investisseurs, mais tu aurais pu faire du freelance et avoir tes 50, 60, 70 000 nécessaires, tu vois. Donc je questionne ça de, OK, faire un coup, mais pourquoi? Ouais. Juste pour avoir un peu de cash pour toi, pour consommer, OK, fine. Ou pour apprendre à faire du e-commerce. L'e-commerce t'apprend beaucoup de choses. C'est la principale valeur que je vois à l'e-commerce, c'est qu'à la fin, tu vois que les gens qui l'ont fait, tu remarques qu'ils ont appris beaucoup de choses, tu vois. Ils ont appris du marketing, c'est quoi la pub, c'est quoi une landing page, c'est quoi... Donc c'est peut-être un entraînement, une répétition avant de faire un truc plus important, tu vois. Et tu as des gens qui plutôt vont construire un SaaS. Alors, la difficulté du SaaS, c'est de trouver... C'est un business model qui est très vertueux parce qu'une fois que tu as des abonnés qui rentrent, ça vaut très cher le chiffre d'affaires que tu fais. Même en faisant 100 000 ou 200 000 euros, tu peux revendre la boîte à quasiment 1 million. Mais il faut que tu arrives à trouver le bon market fit. Tu as un service... À qui il est adressé? C'est quoi ta niche? Pour régler quoi comme problème? Et souvent, les gens pensent que les idées sont très sexy ou intéressantes, mais ils ne savent pas forcément à quel problème ils répondent. Tu vois. Ouais. Et donc, quand tu leur dis c'est quel type de cibles qui ont besoin de ça, ils ne connaissent pas ces cibles. Parce qu'ils n'ont jamais été dans la cible, à la place de la cible, ou ils ne connaissent pas dans leur entourage. Tu vois, donc, ceux qui réussissent le plus, je pense, en ça, c'est ceux qui connaissent le problème parce qu'ils l'ont eu eux. Et ils savent exactement quelle est la psychologie de leur cible, parce que c'est eux. Et donc, ils vont construire quelque chose pour eux-mêmes qui va être plus scalable sur le reste, tu vois. Donc, après, les autres business, c'est différent. BTP, je ne connais pas assez pour te dire. Mais BTP, c'est gestion de l'humain, gestion de chantier. Enfin, c'est des problèmes très différents, tu vois. Ouais, complètement, je te rejoins. Et il y a un point aussi, moi, je l'ai beaucoup vu. Tu vois, sur entrepreneurs.com, on a aidé plus ou moins 10 000 jeunes entrepreneurs à se lancer, à démarrer. Et un des points clés, donc nous, c'était plus sur la phase trouver des clients, trouver ton produit, trouver ton truc, avoir le mindset, créer ton offre. Le 0 to 1, quoi. Ouais, 0 to 1. Mais certains restaient figés, voire même abandonnaient et allaient faire autre chose parce qu'ils se disaient « Waouh, mais attends, si je crée une boîte, je vais devoir payer des impôts. Et si alors du coup j'engage quelqu'un, je dois payer des charges. Et avant même d'avoir gagné leurs premiers euros, se posaient déjà ces questions. Ah ouais. Mais c'est vraiment récurrent. Hein. On parle de, c'est pas 2 personnes, c'est vraiment des centaines de personnes. Quoi. Représentatif, significatif. Et même, tu vois, et c'est pour ça que quand j'ai vu Legal Place, etc., je me dis mais c'est génial. Et moi très souvent, j'ai recommandé Legal Place à nos clients justement parce que justement, tu as cette facilité d'accès. D'usage, de compréhension et toutes les barrières à l'entrée que tu pouvais potentiellement avoir de comment je crée ma boîte, comment je gère ceci, comment je gère cela, où est-ce que je trouve les réponses à ça, les peurs, les doutes. Parce que surtout, tu vois, quand tu as 18 à 25 ans, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à toi. Tu t'engages, tu as des peurs liées à ça, parce que tu dis le monde de l'entreprise, et si je signe un contrat, et si ci, et si ça, après je dois créer une banque, un compte bancaire, les assurances, donc ça peut vraiment faire peur. Quels sont les différents conseils que tu donnerais à de jeunes entrepreneurs? Quand je dis jeunes, c'est pas forcément jeunes en âge, mais jeunes en maturité entrepreneuriale, qui du coup ont plein d'idées, des idées brillantes, ont des envies, ont des ambitions. Ils ont des craintes. Mais ils ont des craintes à cause justement de tous ces éléments fastidieux, lourds administrativement, ou même des croyances liées à voilà, la France va nous absorber, etc. et là pour nous écraser. C'est une croyance qui est... Ou la France partage avec nous. Voilà, c'est une croyance qui est populaire et qui est là quand même, tu vois. Et pour beaucoup, ça les freine, voire ça les éteint.
C'est vrai que les charges, l'URSSAF, les impôts, etc., fait croire à beaucoup de gens qu'ils ne peuvent pas gagner de l'argent en France. Ou que pour gagner de l'argent en France, tu gagnerais beaucoup plus à faire à Dubaï, tu vois. Et en fait, déjà, il y a aussi une autre question, je pense, préalable, c'est est-ce qu'il faut entreprendre en France? Est-ce que c'est un bon pays pour entreprendre, vu les impôts ou les autres difficultés administratives, etc. En fait, la réalité de la chose, c'est que tu regardes l'Europe, tous les pays occidentaux, c'est jamais vraiment beaucoup plus simple que la France. Nous, on a regardé le marché allemand, italien, espagnol, parce que c'est une expansion naturelle pour nous. Et c'est parfois beaucoup plus dur dans ces pays-là, parce que pour créer certaines boîtes en Allemagne, il faut un capital conséquent. Il faut un notaire rien que pour lancer la boîte, il faut un notaire. Se déplacer physiquement en Italie pour signer, pour créer la boîte chez un notaire. Alors, ça n'empêche pas les Italiens de créer des boîtes parce que c'est le pays où il y a le plus de boîtes par habitant en Occident. Mais il y a des croyances qu'on a créées en France, je ne sais pas d'où ça vient, qu'on paye beaucoup, beaucoup plus d'impôts en tant qu'entrepreneur. La réalité, c'est que la France, avec la flat tax, elle impose pas beaucoup le capital. C'est-à-dire qu'elle impose le travail, le salaire, elle impose les revenus, mais pas le capital. Or, l'entrepreneuriat, c'est le game du capital. Tu vois. Créer une fortune, c'est jamais par du revenu, c'est vraiment le jeu du capital. Et les gens, comme ne comprennent pas encore ça, parce que l'éducation financière en France est très limitée, ils comparent aux impôts qu'ils payent dans leur salaire, etc., et les charges patronales et les charges sociales. Mais ça existe partout. Par contre, en France, on a un truc incroyable, c'est que le capital n'est taxé qu'à 30%. Donc le capital est taxé beaucoup moins que le travail des salariés qui touchent moins que ceux qui ont le capital, tu vois. Donc, une fois que tu as compris ça, tu te dis déjà fiscalement, c'est mieux quand tu es dans le game du capital, quand tu as des parts et des actions, que ce soit dans une boîte où tu travailles parce qu'elle t'a donné des BSPCE, ou en tant qu'actionnaire toi-même, ou parce que tu as acheté des actions Apple ou autres, à la fin, tu payes que 30%. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est quelque chose qui ne durera pas, je pense, très longtemps, parce que c'est une anomalie d'avoir en France une taxe aussi faible. Et donc, la France te donne accès à un marché qui est énorme. Tu ne pourras pas avoir accès à ce marché à Dubaï, déjà. Tu vois, donc ça dépend ce que tu veux faire, mais je pense que la France, les aides qu'elle donne aux entrepreneurs, entre la BPI, les bourses, les trucs, les associations, et des associations qui aident les entrepreneurs avec des dons ou avec des crédits sur l'honneur, on est hyper équipé. Je pense qu'en France, on est hyper équipé. C'est un très bon pays pour entreprendre. Pour une raison aussi, c'est que tu as des talents incroyables en France parce qu'il y a des écoles, parce qu'il y a un écosystème, parce qu'il y a aussi le marché qui entraîne des gens avec des skills. Quand tu as autant de boîtes où tu as des gens qui ont fait du marketing, derrière, ça veut dire que tu as beaucoup de marketeurs qui sont prêts. Tu ne peux pas trouver cette concentration de talent d'ingénieurs, de marketeurs, etc. facilement dans d'autres pays. C'est très rare. Tu vois. Et donc, tu as la chance de pouvoir démarrer ce que tu veux et derrière avoir des skills et des experts, soit en consultant, soit en salarié, tu vois, mais qui ont fait ça pour d'autres boîtes. C'est-à-dire qui ont déjà l'expertise, ils viennent, ils t'apprennent comment faire, tu vois. Et les talents qu'il y a en France ne sont pas chers. Quand tu compares aux développeurs, leur prix en Angleterre, aux États-Unis, c'est pire. C'est inaccessible d'avoir un développeur aux États-Unis, c'est hyper cher. C'est peut-être 200 000 $, peut-être l'année. En France, tu as des mecs qui ont fait de très grandes écoles qui sont beaucoup, beaucoup plus accessibles. Donc en fait, tu peux bâtir des produits de qualité mondiale, world class, pour beaucoup moins cher que dans d'autres pays, et tu seras taxé moins que si tu étais salarié. Enfin, je pense qu'il y a une chance énorme. On ne la mesure pas parce que c'est comme on ne mesure pas le système de santé en France. On n'arrête pas de râler, mais où est-ce que tu peux avoir ce système et cette prise en charge dans un autre pays dans le monde, tu vois, Donc l'entrepreneuriat aussi est très très bien équipé. Et je pense qu'il y a aussi l'émulation. C'est-à-dire que quand tu vas dans un autre pays comme Dubaï ou autre, tu n'as pas autant d'entrepreneurs autour de toi qui peuvent t'influencer positivement. On dit que tu es la moyenne des 5 personnes autour de toi. Et pire que ça, ta fortune, c'est la moyenne des fortunes des 5 personnes autour de toi, tu vois, ou tes revenus. Et ça, c'est prouvé statistiquement. Donc ça veut dire que si tu es entouré de gens qui sont très successful, et il y en a beaucoup en France, tu peux avoir des potes qui ont réussi, et tu peux devenir pote ou essayer de t'inspirer de gens qui ont réussi. T'en as, et ça existe, tu vois, dans tous les domaines. Donc tu peux avoir cette émulation-là, tu as une infrastructure incroyable, tu as des aides partout, tu as des experts autour de toi qui peuvent gratuitement t'aider si tu les démarches sur LinkedIn et tu leur payes un café, parfois ils peuvent t'aider gratuitement. Moi je pense que c'est une chance énorme, et la partie administrative, il faut se dire qu'elle est aussi compliquée que l'Occident.
Si tu pars en dehors de l'Occident, peut-être qu'il y a des pays simples, mais ils n'ont pas tous les avantages de l'Occident en termes d'infrastructure, d'expertise, de marché éduqué, de marché mature, de carte de crédit. Rien que pour te faire payer au Brésil, tu as je sais pas combien de moyens de paiement. Ouais. C'est pas aussi simple que. Et le Brésil, c'est plus sophistiqué. Hein. Donc, dans d'autres pays, c'est beaucoup plus dur. Imagine tes VTC en Afrique. Rien que pour récolter le cash reste chez les chauffeurs VTC pendant un mois. C'est eux qui ont ton chiffre d'affaires. Parce qu'ils récoltent, ils sont payés par cash. Donc à la fin du mois, ils doivent venir te donner le cash en tant que VTC et tu espères qu'il n'y ait pas beaucoup de disparition de ce cash-là. E-commerce, c'est pareil. En Afrique ou en Asie, c'est du cash on delivery. C'est tes livreurs qui reçoivent tout le cash et qui doivent te remettre ce cash à la fin, tu vois. C'est des casse-têtes qu'on n'a pas. Nous, tout est branché. Tu as même des boîtes de livraison qui existent. Tu branches tout et ça marche depuis ta chambre comme par magie, tu vois. Et donc l'administratif, nous, on travaille énormément à le simplifier. On fait en sorte que ça devienne un autopilote pour toi, que la compta, t'aies quasiment plus rien à faire. Tu ne payeras pas plus d'impôts qu'un autre pays. Et si en revenu, et quand tu gagnes dans le game du capital, qui est vraiment le game, bah, tu ne seras pas beaucoup taxé. Donc moi, je pense que c'est des croyances, tu vois, limitantes. C'est intéressant parce que ces croyances limitantes, souvent, beaucoup de gens les partagent, beaucoup de gens les émettent, etc. C'est une question un peu personnelle, mais dans ton cas, tu viens d'Algérie, tu arrives en France en 2009. Est-ce que justement, c'est pas parce que tu es arrivé dans un nouveau pays, dans un nouveau monde où tu te dis, mais il y a plein d'opportunités en fait, et tu vois, du coup, tu positives face à tout ça, et tu te rends compte de la chance que les gens ont parce que toi, tu t'es rendu regard compte extérieur, quoi. Voilà, que d'autres n'ont pas cette chance, justement. En fait, le regard extérieur, c'est clair que j'ai pas baigné dans ces pensées limitantes, mais je les ai eues quand je suis arrivé. Plein de gens me disaient ce discours. Ouais. Non, mais est-ce que ça sert à rien ici? Tu peux pas, tout est fermé, c'est inaccessible l'entrepreneuriat, etc. Pour plein de raisons. Et tout le monde me répétait ça. Mais c'est vrai que l'œil extérieur, et aussi quand j'ai fait mes études en Angleterre à Cambridge, j'avais beaucoup de nationalités diverses et variées de partout dans le monde. Et quand tu compares ce qu'ils ont dans leur pays et les aides et l'administration, etc., tu te rends compte que soit ils sont occidentaux et c'est les mêmes problèmes, ils te répètent tous les mêmes problèmes, et donc on n'est pas pire en fait. Soit, et on est peut-être mieux parfois, et soit ils sont dans d'autres qui ne sont pas de l'Occident et donc ils ont des problèmes autres. Ils n'ont pas d'investisseurs. Il y a des pays où tu n'as pas de fonds d'investissement en fait, ou très peu, tu vois. Personne ne veut investir parce que c'est trop risqué. C'est pas assez mûr, donc les gens ne risquent pas encore de mettre dans la tech. Les consommateurs ne sont pas habitués, tu n'as pas le paiement, etc. Donc quand tu t'ouvres l'esprit, regard extérieur, ça t'aide à relativiser clairement. Ouais, complètement. Toujours par rapport à ces réglementations, ces éléments administratifs, quelles sont les erreurs les plus courantes que les entrepreneurs qui se lancent, les start-upers, les petites entreprises ou même TPE, PME, BTP, peu importe, commettent ou tendent à commettre, et quel rôle Legal Place joue pour régler cette problématique et gérer ces éléments à leur place ou à leur côté? Il y a une erreur très, très marrante, mais que tout le monde fait. Et je pense que tous ceux qui vont écouter et qui ont créé une boîte, ça les fera marrer, parce que l'erreur, c'est, et je la vois, moi je croyais que c'était que les gens que je connaissais, mais je la vois chez les clients, c'est la TVA. Ils ne savent pas que le chiffre d'affaires, c'est le hors-taxe. Ils ont l'impression que ce qui touche, c'est le TTC, parce que c'est l'argent qui rentre dans le compte. Et sauf que quand ça rentre en TTC, tu dois dire que tu as une dette, c'est les 20% que tu dois reverser un jour à l'État. Et toi, quand tu comptes dans tes chiffres, dans tes courbes, dans ta trésor personnel, tu comptes le tout en tant que c'est le chiffre d'affaires, tu vois. Et tout le monde fait cette erreur, et tout le monde, au bout d'1 an ou 6 mois ou la prochaine échéance, se disent « Ah mince, je devais payer ça ». Donc parfois, ils n'ont pas provisionné parce qu'ils ont consommé toute la trésor en achetant des trucs. Ouais. Et il ne leur reste pas les 20% à payer. Et donc, discussion douloureuse avec l'administration, on peut échelonner, nanana. Et là, ils sont vraiment... Enfin, l'administration peut être compréhensive et parfois ils aident, tu vois. Ça, c'est cool parce qu'ils répondent. Mais nous, notre rôle, c'est que dès le début, on essaie via l'interface de te sensibiliser que ça, c'est pas à toi. Voici combien tu dois. Il y a un calculateur qui essaie de savoir, même avant que tu lui donnes, toi, les factures et les machins, juste en lisant ta banque, ils te disent, fais gaffe, on pense que tu dois provisionner tant. Et on te fait comprendre pour que ça attire ton attention en mode « Ah, c'est quoi ça, TVA ?» Ok, je clique et là, on te dit « C'est ce que tu dois payer prochainement. Telle date, il doit y avoir tel paiement. » Et donc, ça attire l'attention et donc, ils se disent « C'est quoi TVA ?» C'est un peu éducatif parce qu'ils découvrent ça et donc, on essaie de ne pas les coincer dans un coin où ils n'ont pas provisionné. Mais ça arrive à tout le monde.
Complètement. C'est bien de le spécifier parce que souvent, justement, tu arrives dans cette phase et tu dois commencer à échanger des emails avec l'administration, les échelons et tout. Comment est-ce que tu perçois justement l'état actuel de l'entrepreneuriat, notamment chez les jeunes, et quelles tendances ou changements est-ce que tu observes ces dernières années? C'est devenu cool, c'est devenu sexy et cool. Ce qui crée plusieurs problèmes, c'est que c'est déjà très bien pour l'innovation parce que plein de gens testent plein d'idées. Mais c'est un jeu de statistiques, c'est-à-dire que si tu as beaucoup plus d'entrepreneurs qu'avant qui testent, l'économie et le marché va en profiter parce que ça veut dire que plus de boîtes vont réussir à trouver des trucs innovants et donc collectivement on va en profiter parce qu'on aura de meilleurs services, on va exporter plus en dehors de la France, donc il y aura plus de richesses vers la France et donc ça va élever le niveau de tout le monde, donc ça c'est cool. Alors que si tu as très peu d'entrepreneurs et peu d'énergie, il y aura peu de découvertes de bons produits, de bons services, donc on va juste consommer ce que les autres produisent et on s'appauvrit, tu vois. Mais individuellement, c'est plus douloureux parce que l'entrepreneur, c'est lui qui prend le risque individuellement. Donc si statistiquement la France réussit, lui, il se sacrifie en disant « je serai un des tests de tout le monde. Si je marche pas, je perds. Et si je gagne, mais les autres gagnent aussi. » Tu vois, donc c'est un jeu où c'est un peu un sacrifice, c'est un peu des héros pour moi de l'économie. C'est pour ça que j'ai beaucoup de sensibilité envers ces gens-là. Parce qu'ils risquent tout, mais ils sont les seuls à perdre, mais pas les seuls à gagner. Mais ça crée des problèmes parce que du coup, beaucoup de gens pensent que c'est facile. Donc en fait, ils prennent un mur et c'est très douloureux à vivre parce que si tu fais 3-4 ans et que tu n'as toujours pas trouvé le bon truc, mais ça marchouille un peu et tu n'arrives pas à lâcher le bébé parce que ça marche un peu, tu te dis peut-être que je suis sur un gros truc. Mais du coup, quand est-ce que tu sors en fait ? C'est dur parce que si tu restes 3-4 ans à trimballer ça, tes potes ils sont en train de monter en salaire, toi tu es en train de stagner, tu n'as pas d'expérience, etc. Donc est-ce que tu revalorises l'expérience ? C'est plus dur que quelqu'un qui a juste fait un poste particulier dans un skill particulier, tu vois. Donc il faut faire gaffe à ne pas être coincé dans un projet qui marche un peu, pas assez pour que tu sois content, mais suffisamment pour que tu le lâches pas facilement, tu vois. Faut arriver à lâcher. L'autre problème, c'est qu'il y a moins de salariés pour les autres boîtes. Tout le monde veut créer sa boîte. Donc les gens ont ce rêve facile, parce qu'il y a des créateurs de contenu comme toi, comme un peu moi aujourd'hui, et on diffuse cette énergie-là qui est très bien. Et du coup, les gens veulent quitter leur boulot. Donc ça fait que beaucoup de gens doivent retenir leurs salariés beaucoup plus qu'avant. Avant, tout le monde voulait être salarié. Donc les gens se battaient pour rentrer chez toi. Aujourd'hui, beaucoup de gens se quittent pour dire « pourquoi pas moi ? Je veux lancer ma boîte, tu vois ». Donc nous, on a la chance d'avoir les BSPCE, donc on peut les associer dans l'aventure. Mais très peu de boîtes, classiquement, font ça. Donc nous, on dit, voilà, si ça marche très bien, tu as contribué, tu as des parts, tu auras un énorme patrimoine de côté construit. Et si ça marche pas, tu as ton salaire et tu peux mettre de côté aussi, etc. Et ça fait que quelques personnes se disent, OK, je prends pas beaucoup de risques, mais j'ai un upside. Si ça marche très bien, j'aurai, je sais pas, 500 000, 1 million. Moi ma fierté serait d'avoir créé énormément de gens complètement indépendants financièrement, qui ont 1 million plus, et grâce à leur contribution à Legal Place. Donc je me bats pour que la boîte grossisse beaucoup, pas juste pour que moi, mon patrimoine soit gros, mais aussi parce que ça serait une fierté énorme pour moi de dire qu'il y a un max de gens qui ont été dans la boîte, qui sont complètement à l'abri du besoin aujourd'hui grâce à leur contribution. Mais ça, c'est dur parce que ça, tu dois avoir une boîte à forte croissance pour le faire. Ouais, complètement. Sinon, les gens, ils sont pas intéressés. Du coup, les gens travaillent moins aussi. Il y a un truc, c'est que tu sais, les métiers, pour finir sur ces points-là, mais les métiers type avocat, conseiller en strat, etc., c'est des métiers où les salariés avaient l'habitude de souffrir dans le travail. C'est pas le cas dans des boîtes, en tout cas comme Legal Place, parce que les horaires sont complètement acceptables, etc. C'est beaucoup plus cool. Mais dans l'ancien monde, quand tu travailles en M&A ou en conseil en strat ou en avocat d'affaires ou autre, ils sont corvéables à souhait, quoi. Donc ça, les générations d'avant l'acceptaient. Leurs parents ont fait ça, eux ils font ça, tout le monde accepte. Aujourd'hui, la jeunesse qui rentre dans le marché du travail n'arrive plus à accepter ça, tu vois. C'est un changement énorme. Mais ça, c'est lié à l'entrepreneuriat, je pense. Parce que du coup, ils se disent, mais pourquoi je souffre comme ça ? C'est pas la meilleure voie. La meilleure voie, j'ai vu sur YouTube, c'est créer une boîte, tu vois. Et donc, ça a créé une génération, je pense, qui travaille moins. Est-ce que c'est bien ou pas bien ? J'ai pas de jugement de valeur à donner sur ça, tu vois. Mais que les gens trouvent très inacceptable de donner énormément d'efforts dans leur vingtaine pour la boîte dans laquelle ils sont, ça fait que c'est un changement énorme de culture. Parce que leurs managers, ils ont l'habitude qu'eux-mêmes ont souffert comme ça et c'est leur système. Et
clash avec des jeunes qui, pour le moindre pression, ils vont dire ah non mais moi je démissionne, etc. Tu vois. Ou est-ce que ça, je sais pas où ça va nous mener ça en fait. Tu vois. Est-ce que tous ces gens-là vont créer des boîtes? Nous on l'espère chez Legal Place parce que c'est ce qu'on défend comme modèle. Mais on va voir. C'est intéressant. En tout cas, tout le monde partage sur le marché que la nouvelle génération a une autre façon de voir le travail. Ouais, complètement, complètement. Et je le vois de plus en plus, et c'est même le sujet, justement, les nouveaux entrepreneurs. Le titre, c'est justement pour ça. Le nouveau monde, tu l'as évoqué tout à l'heure, les nouveaux entrepreneurs, on est en plein dedans. Beaucoup de gens le décliquent. Et encore plus, tu évoquais le fait qu'il y a pas mal de gens qui veulent quitter pour créer. Mais le truc, c'est que c'est souvent les talents qui veulent quitter pour créer. Donc, en plus, il y a un déficit de talent. Donc, c'est plus un déficit d'individus, c'est carrément un déficit de talent, donc c'est encore plus rare et encore plus précieux. Donc, ouais, c'est un sujet intéressant et hâte de voir comment ça va évoluer, justement. Quel conseil tu donnerais, justement, à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui aujourd'hui est un peu perdu dans toutes ses idées, dans ses ambitions? Moi, le plus gros conseil que je donne, c'est de se lancer maintenant, quoi. C'est le meilleur conseil. C'est très basique, mais c'est profond. Parce que beaucoup de gens ne se lancent pas pour des raisons très, très, très psychologiques, veulent pas s'exposer, ont peur, etc. Y a pas, ou ils attendent le meilleur moment, en fait, tu vois. Et comme beaucoup de choses dans la vie, il n'y a pas de meilleur moment, en fait, tu vois. Et le meilleur moment, c'est sans doute maintenant, parce que, comme tu le disais, les intérêts composés, c'est une question de temps. Donc, si tu te lances maintenant et que tu veux accumuler avec l'effet de compound, c'est des années que ça prend, tu vois. Personne ne devient riche du jour au lendemain. Donc, en fait, si c'est pas la bonne idée et que tu as peur que ce soit pas la bonne idée, c'est pas grave, tu auras appris, tu auras mis un pied dedans, et donc c'est la dynamique que tu as créée qui va te ramener vers toi la bonne idée, tu vois. Et pour moi, l'opportunité vient de l'action et pas l'inverse. Beaucoup de gens se disent, j'attends l'opportunité pour passer à l'action, et en fait, souvent, c'est l'inverse. C'est que quand tu passes à l'action, tu as des opportunités que tu ramènes par magnétisme à toi, et cette première action, c'est la plus dure peut-être, tu vois. Et quand tu l'auras faite, et qu'il faut juste pas se piéger et rentrer dans un projet qui marche pas pendant très longtemps, mais si tu sais dire non et arrêter, tu auras rencontré des gens, tu auras appris des skills, même si tu as fait du dropshipping, tu auras appris beaucoup de choses, même si ça marche pas. Et ça t'aura tellement bien préparé pour la suite que si tu n'avais pas fait ça, c'est un effet compound intéressant. C'est un effet compound qui a généré zéro cash, mais qui t'a généré tellement de skills que la prochaine aventure, tu répéteras pas les mêmes erreurs. Et donc parfois, c'est nécessaire de fail une première fois, en fait, tu vois, ou deux fois. Et donc, ça compound. Pour moi, c'est comme si tu me disais quand est-ce qu'il faut se lancer dans l'épargne. C'était hier, quoi. Il fallait démarrer hier. Parce que tu as déjà raté quelques années, tu vois. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pareil. Ouais, complètement. Je te rejoins. Et c'est bien parce que c'est une philosophie qui va un petit peu aux antipodes de ce qu'on voit des fois en France où l'échec est mal vu et autres. Oui. Alors que dans le monde entier, et en particulier le côté anglophone, américain et autres, l'échec, c'est limite un CV. On te tape sur l'épaule et tu dis c'est glorifié. Tu vois, on te tape sur l'épaule, on te dit vas-y, gars, let's go. C'est pas grave, la prochaine, ce sera la bonne. Oui. Franchement, bravo, t'as osé. Alors qu'en France, c'est plus, oh, putain. La loose, quoi. Ouais. Et c'est bien que tu le mettes en avant. Et c'est encore mieux que tu le mettes en avant avec l'étendard Legal Place derrière. Parce que le but, c'est vraiment aussi de dire, même le partenaire des entrepreneurs, qui est là pour faire en sorte que les entrepreneurs, leur vie soit simplifiée, comprend que le processus entrepreneurial, c'est pas un processus linéaire, c'est un processus qui est complexe et où des fois, il y a des phases de down, voire même il y a des phases d'échec. Mais l'idée, c'est pas, le vrai échec, c'est quand tu abandonnes. C'est pas quand il y a quelque chose qui se passe mal. Et ça, c'est hyper important à comprendre et à transmettre. Et justement, mon avant-dernière question pour toi, c'est quelles sont tes ambitions sur l'avenir de l'entrepreneuriat en France et plus largement sur le plan international au niveau de justement l'entrepreneuriat tel qu'il est? Bon, déjà, un truc intéressant que tu dis, c'est les gens qui... En général, quand les gens se lancent dans l'entrepreneuriat, nous, statistiquement, on le voit, les gens qui ferment une boîte chez nous, parce que tu peux créer, mais tu peux fermer aussi sur Legal Place. Derrière, on se dit, un client qu'on perd parce qu'il a arrêté. Mais en fait, il revient. C'est ça qui est incroyable. C'est que beaucoup de gens qui ferment une boîte reviennent plus tard parce que c'est bon. Ils ont goûté à autre chose, ils sont passés à autre chose et c'est des natures. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Ouais. Mais quand tu sais que tu es fait pour ça, tu n'abandonnes plus, c'est bon. C'est ton destin, quoi. Donc on le voit statistiquement. C'est ça qui est intéressant. Pour moi, l'avenir en France, c'est que moi, j'attends de voir cette génération de gens qui trouvent cool l'entrepreneuriat, parce qu'avant c'était des niches et ça a déjà donné de belles boîtes. Maintenant que c'est cool et que les gens qui ont tous les choix devant eux choisissent ça, c'est très intéressant. Avant, quand tu avais tous les choix, tu avais d'autres possibilités d'aller chez Goldman par exemple, tu vois. Aujourd'hui, tu le fais pas. Donc Goldman a des problèmes de recrutement, mais toi, du coup, t'as, comme tu dis, un talent qui va lancer une boîte. Donc je pense que l'avenir est
est vraiment très fort. La France n'a jamais été de façon en retard sur l'entrepreneuriat. C'est juste qu'il y a un temps d'adaptation qui est propre à la France, de dire avant que la machine se mette en place, c'est comme un gros bateau, tu vois, tu le tournes. Mais une fois que tout le monde est sur la même direction, ça fait des choses incroyables. Tu vois, une fois que les grandes écoles ont changé de mentalité, que l'État a adapté son discours, que les créateurs de contenu ont commencé à machiner, là, c'est la machine France, tu vois. Et c'est là où tu vois qu'en crypto, il y a une place très importante pour la France. En IA, il y en a. J'espère qu'on l'aura aussi sur des secteurs industriels et la réindustrialisation de la France. Mais je pense que c'est bon. Là, tout est aligné. La population a compris et les institutions ont compris. Donc, normalement, on devrait avoir... et puis, la connexion France et l'influence américaine, elle est toujours... faut pas la négliger, tu vois. Elle est très importante. Il faut qu'on s'inspire et qu'il y ait des liens soient très forts pour que... Donc, la diaspora qui est là-bas, qui fait des allers-retours, clairement, elle nourrit énormément. Il y a beaucoup les premiers start-upers, c'est des gens qui ont fait leurs études aux States à un moment, une année d'échange, etc. Et ces allers-retours-là nous bénéficient beaucoup. Donc je pense que tout est là pour qu'on puisse... c'est juste cette vague de boîtes qui vont fermer. Et ça, c'est aussi un effet important. Toutes les startups qui ferment aujourd'hui parce que crise, c'est autant de salariés qui sont rodés, qui vont soit lancer une boîte, soit être recrutés par des nouvelles boîtes sur de meilleures bases qu'avant, tu vois. Ils reviennent sur le marché, ouais. Exactement. Donc il y a des gens rodés, il y a beaucoup de gens. Avant, il y a 6 ans, tu recrutais un expert en social media marketing ou en buzz ou en machin, il n'y en avait pas en fait. Tu devais appeler des experts en dehors, tu vois, aux States ou toi-même t'improviser. Aujourd'hui, tu as des gens qui ont fait ça, du branding, de la tech, etc., qui peuvent contribuer à cet écosystème. Donc je pense que moi je suis très optimiste. Ouais. Il y a aussi un autre truc qui est purement géopolitique, je pense, c'est que l'Allemagne, avec ce qui s'est passé, est clairement moins positionnée en Europe pour rester leader. Tu vois, ça c'est une opinion personnelle, mais je pense que beaucoup d'analystes la partagent. Donc je pense qu'en France, il y a aussi une opportunité européenne de dire que nous, on est moins impactés par l'Ukraine, la montée des prix du gaz, de machin, etc., pour plein de raisons, parce qu'on n'a pas été dans cette globalisation. On n'a pas joué le jeu de la globalisation. Du coup, quand la globalisation commence à se rétrécir, on est moins impacté que des pays qui font que exporter comme l'Allemagne, tu vois. Donc naturellement, si on est mieux placé, ça fait des champions français qui peuvent s'étendre sur le reste de l'Europe. Et ça, c'est là où tu as des géants, parce qu'une fois que tu es sorti de la France et que tu as pris le marché en Europe, parce qu'en France, si la France est plus dynamique que les autres, ça veut dire que les champions seront plus matures que leurs voisins, les locaux. Ouais. Et donc, ils vont acheter les plus petits dans les autres pays. C'est eux qui vont rassembler le marché, et c'est pas les autres Allemands ou Anglais qui vont nous prendre l'Europe, tu vois. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de secteurs où on a une leadership, où on peut le créer en légal et en comptable. On est largement plus innovant en France, nous et nos concurrents, que ce qu'il y a en Espagne, Italie, Allemagne, tu vois. Conto a acheté par exemple son concurrent allemand, Doctolib l'a fait. Et c'est ces champions-là qu'il faut que la France réussisse à créer, tu vois. Après, dans le monde, je pense que pour finir, il y a ce qui se passe dans les pays du Sud est hyper intéressant parce que eux, ils ont eu accès d'un coup à Internet avec tout le contenu qu'il y a qui est produit en Occident, qu'ils peuvent consommer dans plusieurs langues. Il faut qu'ils parlent anglais, mais ou français, pourquoi pas. Et du coup, je pense que les opportunités du web, ils sont énormes dans leur pays, tu vois. C'est des gens qui ont très peu de... C'est des jeunes qui ont pas forcément d'activités extrascolaires, tu vois, toutes les infrastructures, donc ils ont beaucoup de temps libre. Donc je pense que tu auras des jeunes hyper smart qui vont très vite sauter sur l'occasion d'entrepreneuriat, créer des champions locaux et régionaux, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire d'autre, tu vois. Tu vas pas faire du tennis, de l'équitation, des échecs, et je sais pas quoi, tu vois. Tu rentres chez toi, tu as ton PC, la barrière, elle est très basse, les PC sont très peu chers, Internet est quasiment partout, ils ont des smartphones, tu peux faire des choses, maintenant tu peux coder sur ton smartphone, donc le coding est très très accessible. Donc je pense qu'il y aura des choses, en tech en tout cas, il y aura des choses incroyables dans les pays du Sud. Complètement, et la hype au niveau de l'entrepreneuriat est aussi assez globale quand même, mais c'est vrai que extrêmement intéressant les éléments de réponse que tu as évoqués. J'ai une dernière question pour toi, mais avant ça, justement, si
toutes les personnes qui nous écoutent ont eu autant de plaisir à nous écouter que je n'ai eu à animer cet épisode, et merci pour toute la valeur que tu as délivrée, pour tout ton parcours et tous ces éléments hyper pertinents. Faites-le nous savoir en commentant la vidéo, en likant la vidéo, en partageant. Maintenant que tu crées un peu de contenu, tu sais à quel point c'est important d'engager la communauté. Clairement. Mettez les 5 étoiles sur Apple Podcasts, sur Spotify, je le dis à chaque fois pour chaque épisode, et avec les pépites qu'on a en ce moment, il faut donner de la force et il faut faire en sorte que les épisodes soient encore plus écoutés. Et puis interagissez sur le post LinkedIn qu'on a fait. On mettra aussi tes réseaux directement en description et Legal Place de façon à ce que vous puissiez aller voir tout ce qui est possible de faire. Dernière question pour toi, Rassem. Chaque fois que j'ai quelqu'un sur le podcast, le déclic, je la pose. Quel est l'élément que tu n'as pas encore partagé dans cet épisode, que peut-être tu n'as jamais partagé dans aucune interview, qui a littéralement créé une transformation identitaire chez toi, un vrai déclic? Ça peut être dans le cadre professionnel comme dans le cadre personnel, ça peut être une citation, une situation, une simple phrase, un échec ou un succès, bref, quelque chose qui te tient à cœur, tu as carte blanche pour le mot de la fin. Waouh, c'est dur comme question ça. Tes invités, ils trouvent toujours ou pas? Toujours. Mais tu peux prendre le temps de la trouver si tu veux. Quelque chose qui a fait un déclic? Ouais. Ça peut être un livre, une citation. La première chose qui te vient et qui te tient à cœur de nous partager. On parlait de création de contenu, tu vois. Mm-hmm. Et je pense que, et comme aujourd'hui moi-même je fais de la création de contenu, donc je sais ce que ça représente comme énergie en fait, tu vois, parce que tu sais beaucoup de choses, mais ça prend du temps de transmettre ça en fait, tu vois. Beaucoup de ceux qui ont le savoir n'ont jamais vraiment le temps de le transmettre. Ouais. Ils partent avec eux en fait, tu vois, parce qu'ils font pas de vidéos, ils font pas de livres, ils font pas de blogs. Et moi le contenu a fait beaucoup pour ce que j'ai fait après. Et à l'époque, c'était... je peux citer un truc qui avait un déclic chez moi, c'était la partie tous les essais que Paul Graham avait écrits à l'époque, qui étaient du contenu. Il y avait très peu de vidéos, donc, et en plus il était très mal à l'aise en vidéo lui, donc il était beaucoup plus fort pour écrire que pour parler. Et d'ailleurs il a même un essai sur ça, écrire ou parler, où il dit chacun a sa force et les gens qui savent faire l'un ne savent pas faire l'autre, etc. Peut-être qu'il y a des gens qui font les deux. Et donc lui, il avait des essais. C'était un blog très très pourri en design. D'ailleurs, il est toujours le même design qu'il y a peut-être 20 ans. Et en fait, tout le savoir-faire qu'il a eu en gérant Y Combinator, qui était un accélérateur de start-up où il a vu beaucoup de générations de start-up passer chez lui, notamment Airbnb, Stripe et d'autres très grosses boîtes. Il avait donné un peu les éléments de son vécu et de son expérience dans ses essais. D'accord. Et quand tu es très très loin, que tu n'as pas en France encore ce contenu-là et que tu le lis, clairement ça te donne ça te donne une philosophie que tu peux acquérir que par l'expérience ou par quelqu'un qui te la transmet. Et son livre, c'était un livre qui était très intéressant, qu'il avait appelé... donc c'est le recueil. Ce livre-là, c'est juste le recueil de tous ces essais qui s'appelait Painters and Hackers. Et en fait, il comparait les hackers. Donc lui, hacker pour lui, c'est entrepreneur d'aujourd'hui. Il les comparait aux peintres du 15-16e siècle, à la Renaissance. Tu vois. Il disait qu'à la Renaissance, le truc le plus cool, et tout le monde faisait, c'était la peinture. Tu vois, c'est pour ça que tu as eu De Vinci, Michel-Ange, etc. Et donc, tous les cerveaux de l'époque se sont concentrés sur ça. Et il y avait 2-3 villes dans le monde, Florence, peut-être Venise, où tous ces peintres, d'où ils venaient dans le monde, ils étaient à Florence, ce qui compte. Et donc, il y avait une émulation, il y avait un secteur qui était le secteur de l'époque. Et ça a créé. Et pour lui, l'équivalent des peintres de l'époque, c'est les hackers. Et bien sûr, les grandes villes, la Florence, c'est San Francisco aujourd'hui, mais avec le web, c'est un peu moins important peut-être la ville. Et du coup, ça m'avait beaucoup touché parce que moi, j'étais un gros fan de peinture. Pour moi, dans les systèmes de valeurs, la peinture était un des arts les plus nobles, tu vois. Okay. Et moi-même, je faisais du piano classique, mais beaucoup. J'en faisais même des concerts, donc j'étais à un niveau où je me demandais est-ce que je faisais une carrière de pianiste ou parce que mon évolution était très rapide et on m'a toujours dit qu'il y avait quelque chose qu'il fallait peut-être tout laisser tomber, faire ça, ou faire de la tech. Et pour moi, c'était très noble, la musique classique en plus. Et en fait, en lisant ça, je me suis dit, tiens, peut-être que c'est l'art d'aujourd'hui, en fait. Le piano ou la musique classique, c'était dans le 19e siècle, tout le monde faisait... C'est pour ça que tu as eu un Beethoven et des cerveaux incroyables qui se sont tous mis à faire de la musique. Et chaque époque a son art, quelque part, tu vois. Et donc, ça m'a beaucoup plus facilité le jump en me disant, ok, c'est pas juste un truc de hacker que personne dans la famille valorise en mode, mais c'est quoi ces trucs de web et de tech ? Vas-y, fais un vrai truc, tu vois.
Ça m'a permis de faire un déclic en disant ok, c'est mon art, c'est l'art de l'époque, vas-y, je vais me perfectionner dans ça. Et le piano, ça sera pour les potes, quoi. Pour les potes, pour Insta, pour s'amuser, mais pas pour un truc professionnel, tu vois. Donc j'ai arrêté le conservatoire, du coup, en dernière année, et j'ai commencé l'entrepreneuriat, quoi. Merci Rassem. Merci beaucoup.